Le processus, c'était de me dire je veux faire un Ironman et on commence de là. Ah oui, donc pas vraiment d'expérience plus Aucune. que ça. Ils sont où les gens nuls comme moi là J'ai l'impression que j'allais crever, j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais leur dire? Tu sais, j'avais envie de me dire genre je vais pleurer. Et en fait, c'est un peu un vide. Et en fait, tout le monde s'en fout. Parce que tu retires d'avoir fait un Ironman, c'est pas de l'avoir fini en fait en réalité. Il faut être discipliné pour s'entraîner, il faut être courageux pour aller faire une course. C'est pas ça qu'on veut entendre, Tristan. Nous, ce qu'on veut, c'est la pilule magique, putain. Tristan, bienvenue sur le podcast. Salut Eric, et enchanté, merci de m'accueillir. Un énorme plaisir. Je suis de passage à Paris, du coup, je me suis dit, il faut que je me fasse des podcasts avec des personnes qui me donnent envie de me dépasser, d'apprendre des trucs. Et t'étais sur la liste, donc ça fait plaisir d'avoir répondu présent. Bah oui. Ce qui est intéressant, c'est que on est rentré quasiment en connexion à l'occasion de ta préparation pour le marathon, directement. Donc j'imagine que tout est parti de là. C'est beaucoup parti de là. C'est pour ça que je suis ici. C'est en raison aussi, mais c'est vrai que toutes ces histoires de marathon, avec ma préparation avec Campus et le fait que toi t'étais déjà parti là-dedans, tu fais partie de la structure, mais que en plus, moi, dans mon nouvel intérêt pour la course à pied et le sport d'endurance, j'ai fait une petite recherche, j'ai regardé des vidéos et je suis rapidement tombé sur tes vidéos, celle de Nico de la chaîne Running Addict du coup. Et ensuite, on s'est rencontrés au salon du marathon de Paris, donc 2 jours avant. Et toi, ta spécialité sportive, j'ai envie de dire, notamment autour de laquelle tu as créé une chaîne YouTube, c'est le triathlon. Notamment le Ironman, d'où ton nom, je suppose bien, Iron Human, qui vient de là. Ouais. Exactement, oui, triathlon longue distance, c'est ce qui m'a poussé à commencer les vidéos et c'est ce qui m'a poussé à continuer au fur et à mesure. Et t'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 27 ans. 27 c'est vrai que pour les gens, parce que j'imagine que la majorité des gens qui vont écouter ton podcast vont pas me connaître, surtout que tu as plein de gens qui viennent de la musculation, qui viennent du calisthenics et donc qui sont un peu qui ne connaissent pas les sports d'endurance. Donc je pense que niveau présentation, je m'appelle Tristan, j'ai 27 ans, je suis pratiquant de triathlon et entraîneur de triathlon. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça ils mettent un petit peu un rôle sur mon visage. Et en parallèle de ça, tu es aussi créateur de contenu, tu as une chaîne YouTube depuis 6 ans, quelque chose comme ça. 2017. Janvier 2017. Et justement, moi, je serais curieux déjà de revenir un petit peu sur ton parcours pour qu'on comprenne un petit peu d'où tu viens, notamment ton parcours, j'entends, dans les grandes lignes au niveau des études, de ta carrière professionnelle, mais aussi de ta carrière sportive, parce que moi qui ai commencé un petit peu à balbutier dans le monde de l'endurance, j'ai appris pas mal de choses sur moi, mentalement, physiquement. Et quand il y a un mec comme toi qui fait des trucs où t'es pendant 11 heures de suite en train de courir, de nager ou de faire du vélo depuis des années, je me dis qu'il y a des pépites qui ont dû être récoltées en cours de route. J'aimerais bien, si tu arrives à nous en partager quelques-unes dans cet épisode, ça serait stylé. Ouais, je pense que je vais essayer à travers mon parcours et ce que j'ai pu vivre, etc. Le but, c'est pas de parler de moi et pas particulièrement, mais c'est quand même ça le but. De s'appuyer sur ce que j'ai fait pour en tirer des enseignements ou des leçons un petit peu que les gens vont pouvoir réutiliser ou même un peu de motivation. Parce que quand on s'entraîne toutes les semaines, pas forcément facile d'être assidu. Tous les jours, donc, même presque, j'imagine, à un moment donné. Pour moi, à un moment, c'était 3 fois par jour, mais oui. Donc avoir des contenus, podcasts, vidéos, où des gens racontent qu'ils ont réussi à être motivés, ça motive. Donc je me mets à la place des gens qui écoutent et on va essayer de leur apporter aussi un peu cette force. Au niveau de ton parcours alors ? Ouais, pour le parcours, on va faire assez simple. J'ai fait une licence en STAPS. En France, c'est les études qui sont le plus connues vis-à-vis de l'activité physique en général, en option entraînement. Après, j'ai enchaîné avec un master spécialisé en entraînement sportif et en très biologie, très physiologie de l'effort. Et c'est en master en fait où j'ai commencé le triathlon, en master 1 ou master 2, je me souviens plus exactement. Master 1 il me semble. Tout doucement, et à la base donc je venais de la musculation, je venais du fitness. Où en fait la première société que j'ai ouverte c'était pour devenir auto-entrepreneur à mon compte et faire du coaching à domicile. Coach sportif. C'est ça, en entreprise. Donc ça, j'ai ouvert ça, j'étais en 3e année de licence, en me disant c'est toujours sympa de gagner un petit billet à côté de ses études, surtout que à l'université, c'est pas là où tu bosses le plus, on va dire ça comme ça. Je sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, t'as beaucoup de temps libre, ce qui est bien pour apprendre. Tout dépend de ta facilité aux études, genre, c'est vrai. dire aussi.
Mais... C'est vrai. Je pense peut-être qu'à ce moment-là, j'ai peut-être eu un peu de chance venant d'un parcours scientifique bac S. C'est vrai qu'il y a beaucoup de logique scientifique qui aide beaucoup en sciences du sport, parce que c'est pas que du sport. On pense souvent que c'est que faire du sport, mais non, c'est beaucoup de sciences aussi. Donc toutes ces logiques-là ont fait que, il n'y a pas besoin de beaucoup réviser pour être très fort. Et ça m'a pas mal aidé. Et donc oui, j'ai commencé le triathlon en première année de master. T'avais quel âge? Ma première année de master, qu'est-ce que tu as cet âge-là de 21 21 ans. Ok, ouais, donc il y a 6 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. Et tes antécédents, entre guillemets, sportifs avant de te lancer dans le triathlon, c'était la musculation? C'est ça, principalement. Et sport de combat. Sport de combat? Ouais, arts martiaux vietnamiens, très majoritairement. C'est là où je me suis le plus cultivé d'un point de vue valeur, philosophie de vie, etc. Et même assiduité, discipline, tout ce que tu veux, valeur de vie de manière générale. C'est ce qui a fait que j'ai fait des études dans le sport. C'est ce qui a fait que j'ai fait plein de voyages. C'est ce qui a fait que j'ai eu ce goût à la compétition. Et après, sinon, en stage, je faisais du judo. Ouais, d'ailleurs, anecdote très intéressante, très amusante. Où, en fait, j'en ai fait quand j'étais très petit. Ouais. Et je me suis dit, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Okay. Et c'est souvent ce que je raconte. J'arrive le premier jour, donc avec mes petites ceintures vertes ou petites ceintures bleues, je sais plus. J'ouvre la porte, et là, t'as genre une trentaine de ceintures noires alignées. Tu vois? Et t'es en mode, elles sont où? Ils sont où les gens nuls comme moi là? C'est contre eux là que je vais devoir. Et en fait, pendant 3 ans, c'était très peu de technique, que du randori, que du combat, 4 heures par semaine. Ah ouais. Et pendant 2 ans et demi, je me suis fait laver. T'as fait ça 2 ans et demi, t'as fait du judo Et les derniers 6 mois, la dernière moitié d'année, la 3e année, je commençais à mieux m'en sortir. Ah ouais. Ouais, c'était assez formateur, c'était marrant. J'ai fait du judo aussi, je t'avoue que j'ai pas fait très long feu parce que j'en ai très vite eu marre, mais je me souviens le jour où j'ai obtenu ma ceinture orange, je dis à mes parents, ok, j'en ai marre. Moi j'aime bien cette couleur, je reste là. J'en ai marre. J'ai eu jaune, je me suis dit, ok, ça m'amuse pas trop. J'ai quand même été jusqu'à orange. À quel âge t'as fait ça? Je me souviens plus, c'était un des sports que j'ai fait, je devais avoir 12, 13 ans peut-être, ou 10 ans. Ok. Moi, j'étais un peu obligé de choisir un sport. Si je voulais arrêter, je pouvais. Et ensuite, je suis parti faire j'ai fait la natation aussi, mais ça, je crois que c'était avant. La natation en mode, je fais de la piscine, quoi, tu vois. J'ai pas... Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Ouais, j'ai fait la natation. Attends, je ne peux même pas me permettre de dire que j'ai fait la natation. C'est juste que j'ai nagé un peu quand j'étais enfant, on dira. Mais justement, comment est-ce que toi, tu dis que ça t'a beaucoup formé aussi personnellement de faire les arts martiaux, de faire le sport, de faire tout ce sport? Et c'est venu d'où ce sport? Est-ce que c'était quelque chose dans ta famille, dans ton éducation? Tu as eu des modèles, tu as eu des... Qu'est-ce qui t'a en fait mis dans le sport au tout début? Est-ce que c'était juste par imitation des gens autour de toi ou... Ouais, c'est marrant parce qu'avec le recul, l'histoire que j'ai en tête et la réalité doivent être très différentes, dans le sens où, pareil, on m'a jamais laissé le choix, j'ai toujours dû faire un sport. Et je me souviens que le judo, quand j'étais très petit, c'était un choix personnel. Mais maintenant que j'y repense, mon père est ceinture noire de judo. Donc je pense que quelque part, il y a dû avoir une certaine influence peut-être. J'ai l'impression que ça venait de moi. Mais il a dû très bien jouer ses cartes là-dessus. Et ouais, donc c'est parti de là. Et après j'ai pendant quelques années arrêté les arts martiaux. Et en fait, j'ai repris à l'occasion d'une fête des associations de la ville. Où, c'est très très marrant. Je voulais un peu me remettre aux arts martiaux avec un ami, Johan. Ça fait 30 ans que je ne lui ai pas parlé. Si jamais tu regardes cette vidéo par pur hasard. 30 ans, t'as dit? De quoi? Non, ça fait très longtemps. Ah, très longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais. Et j'arrive, et vraiment, on arrive sur le forum, et t'as un gars qui arrive, donc du coup, ce qui va devenir mon maître, tu vois, congolais, il doit faire 1m65, il arrive et il me dit, tu es plutôt singe ou dragon? C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Et à partir de cette phrase-là, ça a enchaîné les 10 années d'arts martiaux vietnamiens qui ont suivi derrière, où le personnage m'a attiré dans sa toile avec cette phrase. Ça me fera toujours très rire. Et donc oui, en fait, à travers ça, à l'époque, comme je pense n'importe qui fait du sport, t'as pas une pratique très assidue. Enfin, t'as une pratique très assidue, mais pas très prenante. C'est-à-dire que tu t'entraînes 3 fois dans la semaine, t'as l'impression que t'es un sportif de haut niveau. Ouais. Tu vas le mercredi, le vendredi, le dimanche. À la sortie de l'école. Le dimanche, tu te lèves. Ah oui. Pour aller au sport. Ça grosse discipline. À 10h. Et ça fait toute la différence. À l'époque, je me souviens, pendant les vacances, tu prends le club fermait. J'ai jamais compris pourquoi, mais
Les structures, c'est en France ferment pendant les vacances. Et on devait aller sur Paris, donc faire 1h30 de trajet pour aller faire de l'entraînement, etc. Donc oui, en fait, c'est ça que ça permet. C'est pas très prenant, mais à chaque fois, tu as des choix. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et quand tu fais les choses et que tu vois que tu progresses, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Tu commences à avoir des compliments. Ah, c'est bien ça. Avant, tu le faisais mal, maintenant, tu le fais. Puis tu vois que tu as des facilités, ta façon de bouger, la façon dont tu utilises ton corps, la façon dont... parce que comme c'est des sports de combat, c'est pas que de la confrontation, mais tu as à un moment dans la pratique une opposition. Donc ta manière d'aborder le conflit, ta relation à l'autre. Donc c'est là où tous ces apprentissages se font. C'est pas militaire, c'est pas... T'es obligé de rien faire, mais petit à petit, tu gagnes t'as des petites pistes de réflexion. Et ça laisse des traces forcément. Ouais, et en plus, quand t'es un enfant, t'es quand même un petit peu plus malléable, probablement dans le sens où c'est peut-être un peu plus facile d'intégrer certaines choses, comme le fait, en fait, c'est dimanche, tu vas faire le sport, parce que c'est comme ça que la vie, elle est, en fait. C'est pas juste tu décides ou quoi, c'est comme quand t'es par exemple, apprendre une langue quand t'es un enfant, ça va plus rapidement, ça semble plus évident peut-être. Et de même, là, t'as eu certains modèles, du coup, ton père, certains coachs aussi, qui t'ont un peu... poussé carrément. Et donner envie de partir là-dedans. Oui, il y a toujours des gens qui vont t'entourer et qui vont te permettre de continuer un petit peu dans la voie, de te motiver. Et puis je pense que c'est aussi ton rôle avec les gens qui te regardent. C'est-à-dire que... Je suis pas leur père. Oui, c'est sûr, parce que t'as pas la relation humaine, mais tu évidemment. participes à dire, quand t'as des gens dans ton entourage qui te démontrent tous les jours que ça fonctionne, t'es plus enclin à aller croire et à suivre le processus toi-même. Oui, et puis ensuite, encore plus à l'ère d'aujourd'hui, on peut plus facilement choisir aussi les personnes qu'on veut avoir dans son entourage, qui peuvent justement avoir une certaine influence positive, subjective, sur notre vie normale, sportive notamment. Exactement. Mais par rapport à ça, du coup, tu as fait les arts martiaux, apprendre un sport de combat en quelque sorte, de la musculation, c'est un peu plus moi versus moi et l'acier. Ouais, puis tu sais, j'avais 18 ans à l'époque, t'as juste envie d'être balèze. Ah, qu'on se le dise, t'inquiète, je commençais à 17 ans. C'était un peu pour les meufs aussi. Oui, voilà, tu sors du lycée, t'es tout frêle, t'arrives à la fac, t'es en mode bon. Ouais. T'as un pote qui fait de la muscu, c'est pas mal. Ok, c'est vrai, les bras peuvent grossir. Et écoute, on va essayer. Et puis en plus, je me fais démonter la tête au judo 2 fois par semaine. Donc si je peux commencer à prendre un peu de gabarit, ça peut être pas mal. En 3 ans, j'ai pris 10 kilos. Donc, quand même. Parce que t'es grand en plus, tu mesures combien? 1,90. 90, ouais. Ah ouais. Je faisais moins de 80 kilos la première année, je faisais un peu plus de 90 la dernière. Ah ouais, quand même. Mais alors, comment est-ce que tu te dis à un moment donné, sur tout ça, ça me semble être à l'opposé de la course d'endurance, le triathlon. En plus, le triathlon, dans ma tête, alors moi, je connaissais assez peu, je t'avoue, avant ces derniers mois. Plus de choses au niveau de la course d'endurance. Ça semble pas vraiment dans la même veine, à part le côté sportif, discipline, etc., que la muscu ou les arts martiaux. Comment est-ce que t'as eu cette idée? Parce que le triathlon, juste pour poser le contexte, par rapport à l'Ironman, tu as commencé le triathlon longtemps avant de te dire « je veux faire un Ironman », qui est une grosse épreuve de triathlon dont on va parler un petit peu avant, ou... Le processus, c'était de me dire « je veux faire un Ironman ». Ah, d'accord. Et on commence de là. Ah oui, donc pas vraiment d'expérience plus Aucune. que ça dans des sports d'endurance particulièrement. Non, c'est là la naissance de la chaîne aussi, en me disant c'est bien on va essayer de documenter un peu quand tu fais que de la musculation, aucune pratique cardio. Si le judo, c'est toujours c'est forcément cardio, le combat aussi, n'importe qui a déjà fait un round de boxe, n'importe quoi, s'est rendu compte à quel point c'était cardio. Mais c'est pas le même effort. C'est-à-dire qu'être explosif sur 3 minutes et être endurant sur 8 heures. Oui, on réalise bien que c'est pas pareil. C'est ça, t'as une petite amplitude de manœuvre, quoi. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on disait là. C'est des influences externes, des vidéos sur YouTube. À l'époque, il y en avait beaucoup moins, mais il y en avait quand même quelques c'était quoi, 2016-2017 alors Exactement, ouais. Et puis, alors, à toi de nous dire, mais moi, l'Ironman, je connaissais. Alors, peut-être parce que j'avais cette culture sportive où j'étais en fac de sport, etc. Et tu vois, pour moi, marathon, Ironman, c'était des mythes. Et j'ai envie de dire, ce qui a poussé à faire un Ironman, c'est sûrement la même chose que ce que toi, t'as poussé à faire un marathon. Ça symbolise quelque chose. Alors, tu te doutes pas du parcours que tu vas vivre. Mais t'as envie de voir. Et en fait, c'est très marrant parce que ce que tu retires à la fin, parce que on fait un petit saut dans le temps, mais ce que tu retires d'avoir fait un Ironman, c'est pas de l'avoir fini en fait en réalité.
Oui. Parce que tu gardes sur le long terme, c'est tout le parcours que tu as fait. Donc tout ce que tu sous-estimes quand tu commences en disant yes, je veux la grosse médaille. En plus, Moi, elles sont grosses sur c'est la Ironman. médaille et le titre. C'est ça. Et puis je vais pouvoir dire aux gens, en fait, je vais avoir fait un Ironman. Si jamais. C'est ça. Une fois que tu l'as autour du coup, c'est pas ce que tu gardes. Et c'est très marrant parce que Nassim, qui est passé sur ton podcast, et il l'a dit sur ton podcast, je pense que c'était intéressant. Il a dit la première fois que j'ai fait un marathon, je voulais que les gens trouvent ça cool, et en fait tout le monde s'en fout. Et en fait c'est la réalité. C'est ce que tu dis, j'ai fait un Ironman trop cool machin, et en fait tout le monde s'en fout. C'est vrai. Ouais. Donc t'arrives pas en soirée en mode les gars, je fais un Ironman si jamais. Avec mes 10 médailles autour du cou. J'en ai fait plusieurs si jamais. Michael Phelps, tu l'as jamais vu celle-là? Oui, avec toutes ces médailles et tout son truc. Avec les 23 médailles d'or et quelques-unes. Non, du coup, c'est pas comme ça. Mais alors, ça veut dire que tu débarques comme... Bon, okay, je réalise bien, parce que c'est vrai que l'Ironman, le marathon, certaines épreuves comme ça un peu mythiques, tu te dis, il y a un sacré rythme, c'est un rythme en mode... Bon, toi, tu avais déjà une certaine culture sportive, une certaine culture de « Ok, je sais au moins vaguement ce que ça va impliquer en termes d'investissement personnel ». Parce que c'est bien joli, effectivement, de dire « je vais faire un marathon ». C'est encore plus joli de dire « je vais faire un Ironman » parce qu'un Ironman, c'est 3 fois pire qu'un marathon, de mon point de vue, au minimum, mais après, tu me donneras ton ressenti. Est-ce que quand tu t'es dit ça, ça a été un peu un switch on-off dans le sens... Parce que, bon, spoiler, il l'a dit, il l'a fait. Hein, voilà. À ce moment-là, il y a le biais du survivant, c'est-à-dire que le Tristan, dans une dimension parallèle, qui a lancé sa chaîne et qui a arrêté au bout de 3 vidéos, on le rencontrera pas, parce que malheureusement, il n'a pas survécu. Donc, on ne peut pas l'interviewer après coup, tu vois. Mais comment est-ce que ça s'est passé, ce processus? Tu t'es vraiment dit, ok, c'est parti, je me lance. Ouais. Bon, après, ça devait faire un moment que ça tournait dans la tête. Ouais, en fait, je pense que j'ai toujours eu une petite arrogance à me dire... L'ego, quoi, aussi. Ouais, genre, même les gens qui étaient en licence avec moi, je pense que je leur ai déjà dit plusieurs fois de suite en mode, franchement, je suis sûr, je peux le faire. Ouais. En parlant de l'Ironman, en parlant du marathon, je me dis, je sais pas, ça me paraît pas si difficile de le faire. Donc ça, c'est un discours que j'ai eu pendant plusieurs années, alors, en passant jamais à l'action, mais en disant, franchement... Je suis sûr que ça se fait, quoi. La première année en STAPS, tu fais 20 heures de sport dans la semaine. Alors, parfois, c'est des sports à la con. Tu fais du cirque, tu fais de la danse moderne. Désolé pour ceux qui font du sport à la con. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas... T'apprends des choses, mais physiquement, c'est pas engageant, tu vois. Tu vas faire du volleyball, alors c'est bien, tu sautes, etc. Mais en fait, dans tes 20 heures, toi qui as couru beaucoup, tu peux voir que t'as des sports qui sont pas égaux. Quand tu cours 20 heures... Tu cours 20 heures. Ouais. T'étais pris dans ton effort pendant 20 heures. C'est vrai, c'est pas comme la muscu où je vais m'entraîner 3 fois par semaine, je fais des séances d'1h30, mais la moitié du temps, je branle rien. Et encore, quand je suis gentil, je passe la moitié de la séance à me reposer entre 2 séries, tu vois. Peut-être qu'on en reparlera après, mais tu vois, là, j'ai repris la musculation parce que j'ai levé le pied un peu sur le triathlon. Et c'est ce que je me dis. T'es sur ton banc et t'es en mode, Ok, 3 minutes, allez. 3 minutes, allez. En fait, c'est pas du tout la même pratique, c'est pas du tout... La même transcendance, et puis le fait d'endurer, parce qu'en fait c'est ça l'endurance, c'est t'endures, c'est vraiment extrêmement différent. Et pourtant tout dans mon corps est fait pour les sports de force et les sports explosifs, etc. Rien que mon poids, rien que ma taille, rien que la façon dont je réagis au sport, tu vois. Mais mentalement, pour moi il n'y a rien qui équivaut au sport d'endurance. Donc pour revenir au déclic, c'est vraiment j'étais avec ma copine en voyage. Elle étudiait à l'étranger, donc j'étais allé la rejoindre. Et puis, je sais pas, en fait, on a dû tomber sur 1 ou 2 vidéos, on a dû parler d'un truc, tomber sur une émission. Tu sais, parce que t'as France TV Sport qui fait des petits documentaires et tout. Je me rappelle plus vraiment, mais d'un commun accord, j'ai l'impression qu'on s'est regardé dans les yeux à un moment et on s'est dit, mais franchement, est-ce que là, pendant un an et demi, on se lancerait pas là-dedans et puis on s'y mettrait, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est le magicien. Le magicien qui met des sets un peu partout dans ta vie. T'as l'impression de mener ta vie normalement. Et puis à un moment, t'arrives à ton spectacle de magie. Il dit donne-moi un chiffre, 7. Et tu vois, il révèle. Tu vois, c'est un peu la même chose. Donc c'est vraiment parti de là. Et puis alors après, j'avais une notion personnelle en me disant, j'ai fait quand même 4 ans à l'époque, mais je m'apprêtais à faire 5 ans d'études dans le sport. T'as beaucoup de théorie. T'apprends beaucoup de choses. La VMA, le truc, le machin, ok, les testings, les machins. Est-ce que je le mettrais pas aussi un peu en application ? Parce que les sports de combat, alors après, c'est ce que je pensais à l'époque, d'un point de vue préparation physique, je ne l'envisageais pas de manière aussi détaillée. Dans les processus de préparation physique, etc., j'avais une petite expertise. Je gérais un tout petit peu, mais je trouvais que c'était intéressant de s'intéresser au sport d'endurance pour peut-être pouvoir le réappliquer plus tard dans d'autres sports. Donc j'avais cette petite curiosité personnelle du fait de mon parcours.
parce que t'as rien de plus physiologique que des sports physiologiques, j'appelle ça comme ça, natation, aviron, vélo, course à pied, qui sont des sports très spécifiques. On pourrait peut-être en trouver quelques autres, mais où tu as très peu d'aspects tactiques. Alors, hormis la natation, tu as toujours les aspects techniques, mais en fait, l'aspect physiologique est prédominant. Tu auras beau être très fort techniquement, si physiologiquement, tu es une buse, t'es une buse. Et t'entres pas en contact avec d'autres personnes, donc tu as quand même moins ce genre d'inconnu-là. C'est-à-dire J'entends, c'est un sport qui pour moi est un sport où tu es tout seul, quoi. En quelque sorte, c'est pas évidemment un sport d'équipe, c'est pas un sport. C'est un sport compétitif, mais c'est chacun fait son truc de son côté et ensuite tout le monde compare le temps ou le truc. T'es pas en train de te battre contre quelqu'un d'autre ou de jouer. Oui, alors se comparer à d'autres, c'est vraiment dans un second temps. Dans un premier temps, t'as juste envie de faire. T'as juste envie de réussir à avoir mis les choses en place pour pouvoir parcourir la distance, ce qui est déjà bien en soi. Ouais. Tu vois, c'est ce que tu dis dans un second temps, quand tu as couru ton premier 5 km, parce qu'on en discutait la dernière fois. Tu l'as fait en combien ? 24, 25, 26 je sais pas. Ouais, 24. Qu'est-ce que ça représente ? Tu sais pas. C'est quand tu commences à t'entraîner, que tu regardes des vidéos. Ça, tu dis, moins de 20, c'est pas mal, ça, 5 km en fait. Ce serait stylé. J'ai toujours pas réussi, mais ce serait stylé, ouais. Oui. Bon, t'en es largement capable. Ouais, j'espère y arriver. Bon, ça devrait le faire. Avec ton dernier 10 km que t'as fait, c'était quoi, la semaine dernière ? Ouais, c'est ça, j'ai fait 45. Mais j'étais moins... Ouais, c'était un mois après le marathon. Bah oui, c'est ça, t'es pas à ton pic. Non, j'étais pas à mon pic. Parce qu'il y a ça aussi, en fait. Peut-être tu gardes jamais d'acquis dans les sports de force, mais dans les sports d'endurance encore plus. Et puis surtout, quand on est... Moins on est fait pour, moins on garde les acquis. C'est-à-dire que toi, au top de ta forme d'il y a quelques mois au marathon de Paris, c'est plus toi maintenant. Non. En fait, il faut tout reconstruire à chaque fois. C'est fou ça, parce que du coup, tu t'infliges tout ça pour en plus quelque chose qui reste un petit peu éphémère, dans le sens où le pic de ta forme, c'est quelque chose que tu vas peut-être pas entretenir si longtemps. Mais qu'il vaut mieux pas l'entretenir d'ailleurs, parce que d'ailleurs ça c'est assez intéressant, parce que dans ces sports-là où tu vas vraiment chercher des performances maximales, et puis je pense que des gens qui sont par exemple haltérophiles ou qui font de la force athlétique, ils n'ont pas envie d'être à leur maximum de force toute l'année. J'ai utilisé une métaphore là, très récemment, la semaine dernière, qui m'avait... en fait, c'est comme si tu construisais un escalier avec des briques. Et donc, tu montes, tu mets des briques, et puis au bout d'un moment, tu n'as plus de briques. En fait, il vaut mieux descendre l'escalier, aller chercher des briques, et puis remonter l'escalier pour continuer à faire ton escalier, et d'année en année progresser. Pas mal, effectivement. Et du coup, c'est ça. C'est-à-dire que tu régresses à certains moments, pour mieux progresser ensuite. Ok. Impressionnant. Et pour revenir à l'Ironman, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la structure, on a parlé de triathlon, donc triathlon, natation, cyclisme et course à pied, sauf erreur. Et l'Ironman, c'est en fait une marque, sauf erreur. C'est une organisation qui s'est dit... c'est une organisation qui a posé un peu son nom là-dessus, et c'est une épreuve de triathlon. C'est ça, en fait, c'est une société privée qui s'appelle Ironman, qui à l'origine a été créée donc, par ceux qui ont créé la distance à Hawaï. D'accord. Qui naît d'un challenge un peu à la con entre un nageur, un coureur et un cycliste. Ils veulent savoir qui est le plus fort. Ils réunissent les trois courses les plus longues. D'accord. Donc un marathon à 180 km et un 3 km 8 de natation. Ils disent on va faire les trois et on va voir qui finit en premier. C'est un peu ça la légende de l'Ironman. Et donc de là est né le nom Ironman. Et petit à petit ça a grossi, c'est ce que c'est aujourd'hui. Et donc, alors moi je pense qu'aujourd'hui il faut déposséder un petit peu aussi ces sociétés du nom, parce que c'est devenu tellement légendaire. C'est comme si tu disais, en fait, si tu veux courir un marathon, il faut aller en Grèce, et puis il faut le courir un marathon, et puis non. Ou alors il faut payer des royalties pour organiser un truc qui s'appelle marathon. Bah oui, voilà, donc au bout d'un moment... Oui, alors là on peut en parler, c'est comme le CrossFit, etc. Et c'est ça. C'est particulier. Surtout pour cette société, ce qui peut se comprendre, alors on va dire qu'ils sont enclins à sacrifier leur héritage pour des profits financiers, donc t'en fais ce que tu veux, mais en fait, disons Ironman pour un triathlon longue distance. Après, le triathlon, ça peut être très court, 400 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 de course. Mais ils ont réussi à rendre le truc emblématique quand même, et à donner le nom de leur truc. Et c'est grâce aussi, je suppose, en quelque sorte, à leurs efforts en tant qu'entreprise privée pour populariser, propager le truc. Ouais. C'est forcément des cycles.
Mais donc, ça naît de ça. Et c'était quoi ta question sur La question, l'organisation ? du coup, c'était juste, tu l'as mentionné, mais c'est d'abord 3,8 km Oui. de natation. 180 de vélo et un marathon après. Et un marathon de 42,2 km, tout à la suite, avec un petit temps pour sortir de l'eau. Avec et deux monter transitions sur le vélo. entre chaque sport. Après, tu prends le temps que tu veux, mais l'idée, c'est d'en prendre le moins possible entre chaque sport. Et j'allais dire courir un Ironman, tu vois, c'est faire un Ironman, la fourchette de temps, généralement... Les meilleurs commencent à descendre bien en dessous de 7h45. En dessous de 7h45. Ah, et les moins bons, faut faire en moins de 16h. Ils sont nuls. 15 heures, ça leur prend. Oh là là, c'est. Non, mais c'est. En général, c'est ça qui est marrant parce qu'on se dit les moins bons qui finissent un Ironman, c'est déjà des surhommes, quoi. Puis en général, ceux qui finissent dans ces heures-là, en fait, c'est pas ils vivent pas la même course. C'est-à-dire que puis même sur un marathon, celui qui le court en 2 heures, celui qui le court en 6 heures, en fait, c'est pas du tout la même expérience. Les deux s'appellent un marathon, mais c'est pas. T'en as qui vont chercher la performance, qui vont optimiser toute leur vie entière pour se dédier à la performance d'un jour. Et t'en as d'autres où en fait c'est plus souvent parce qu'ils vivent des choses pas difficiles, mais ils ont envie de se prouver quelque chose. Et donc en fait c'est un peu un chemin de croix de réussir à parcourir la distance. Donc c'est vraiment deux manières d'envisager la course qui sont très différentes. Par exemple, moi si je le cours en 16 heures, genre c'est une honte. C'est ce que je veux dire, parce que je suis en bonne santé, j'ai mes 2 jambes, mes 2 bras, je fonctionne bien, je peux m'entraîner. Si je le fais en 16 heures, c'est que j'ai pas mis les moyens nécessaires et que j'ai bâclé la distance. Quoi. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens où, si j'essaie de faire un parallèle qui me parle, par exemple, plus à moi, ce serait le fait de me dire, OK, le marathon, si je le réussis en 7h20, je vais pas... C'est pas la peine, quoi. J'entends. Oui, si je le fais réussir, voilà, même 5 heures, mais pour exagérer le truc... C'est à partir du moment où tout le monde, dans le fond, tout le monde peut faire un marathon. Énormément de personnes peuvent faire un marathon, ne serait-ce qu'en marchant. Alors, sans s'entraîner, tu le marches toute la journée, mais est-ce que voilà, tu auras l'impression d'avoir vécu le truc ou tu l'auras... C'est ça. Ouais, c'est pas du tout la même approche. C'est pas la même distance, pas même philosophie. Ouais, souvent, le problème, c'est que les gens ont un point de vue et comparent l'autre, et ainsi de suite. Ouais, ok. Je vois. Mais alors du coup, quand tu te lances là-dedans, donc si je comprends bien, et d'après ce que j'ai suivi aussi, et j'ai pu voir, vous êtes lancés là-dedans, toi et Rebecca, qui est donc ta copine depuis un bon moment et toujours aujourd'hui. C'est ça. Ce qui est incroyable. Et que vous avez eu envie de faire ça tous les deux ensemble. Alors déjà, ça, c'est impressionnant. Mais du coup, quand tu te dis, je vais faire un Ironman, c'est un truc tellement... Ça me semble être quelque chose de tellement accablant d'un seul coup que j'imagine bien qu'en plus, il y a 3 disciplines qui ont chacune des épreuves à part entière que tu peux faire, ne serait-ce qu'un marathon, par exemple. Comment est-ce que tu vois l'épreuve quand tu te dis « je vais faire ça » Parce que toi, je veux bien que tu racontes un peu comment tu l'as fait. Il me semble que tu t'étais dit « Ok, Ironman dans 1 an et demi » ou quelque chose comme ça. Et tu avais déjà choisi des épreuves intermédiaires en cours de route du style je vais faire mon premier, je sais pas, semi-marathon, marathon, je vais aller faire une épreuve de cyclisme ou ce genre de choses. Un semi-Ironman, sauf erreur, qui s'appelle un Ironman 70.3. Voilà, ils ont encore trouvé un nom. Ça fait 70.3 miles. Ok. Et tout ça, c'est quelque chose que tu avais déjà prévu depuis le début ? Alors non, le processus, c'est intéressant parce que en fait, rien ne se fait du jour au lendemain. Quasiment. Il y a des gens qui ont des démarches très extrémistes, mais en fait, en général, c'est toujours des processus longs. Donc là, cette aventure-là a duré 1 an et demi. J'ai commencé en janvier et j'ai fait l'Ironman en juillet ou août de l'année suivante. Donc ça fait 1 an et demi. Tout se fait petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, tu t'entraînes peu. Tu t'entraînes 1 fois dans chaque sport chaque semaine. Tu vas rouler le dimanche, tu roules 1 fois dans la semaine quand tu as le temps. Tu nages 1 fois dans la semaine quand tu as le temps. Et puis, tu vas essayer... En général, la course à pied, c'est le plus simple, le plus accessible. Ouais. Donc c'est souvent ce que tu fais le plus vite. Et donc oui, premier semi-marathon, puis tu fais un marathon ensuite. Donc si les gens veulent des ordres de grandeur, on commence en janvier. En mars-avril, on fait un premier semi-marathon. En octobre, on fait notre premier marathon. En mars de l'année suivante, on fait notre premier 70.3. Donc c'est ça. Semi-Ironman en quelque sorte. Exactement. Et en juillet et août, je fais l'Ironman du coup parce que Rebecca, en fait, c'est marrant parce que on a les 2 chemins. Elle est pas allée jusqu'à l'Ironman, justement parce que c'est très prenant comme sport. Ah tu m'étonnes. Et je pense que on aura l'occasion d'en parler de ce qui fait que les gens peuvent ou non réussir. Donc oui, c'est un processus très long. Et puis petit à petit, tu vas t'entraîner de plus en plus. Peut-être que c'était la même chose pour toi quand tu faisais de la musculation. Alors oui, peut-être pas parce que bref, mais
au bout de 6 mois, tu vas rajouter une séance dans la semaine et une deuxième. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque étape, tu as l'impression de ne pas pouvoir faire plus. Tu fais 3 sports par semaine. Oh, c'est bon, je suis. C'est chaud déjà. Ouais, tu te dis, c'est bon, je peux pas plus. J'ai les cours à côté, j'ai machin, j'ai ma vie, je peux pas. Et puis petit à petit, tu rajoutes. Et puis tu te retrouves vite à 7-8 séances dans la semaine. Et tu te dis, à la 7-8. Là, je peux vraiment plus. C'est ça. 7-8, je crois que c'est à peu près le rythme que j'avais quand j'ai fait mon premier Ironman. Je pense que c'est donc le rythme de croisière ou bien le pic à la fin. Ouais. Donc tu as build-up jusqu'à 7 ou 8. De tête, c'est ça, exactement. Donc 7 ou 8, entre guillemets, entraînements par semaine. Les plus grosses semaines sur ma première préparation devaient faire entre, je crois, 15 ou 17 heures, la plus grosse semaine. Après, 15 ou 17 heures, ça peut faire peur comme ça, mais quand tu vas rouler 6 heures le week-end, déjà, ça t'enlève une bonne partie. Puis tu vas courir 2 heures, 2 heures et demie. Ouais. Donc en fait, il te reste plus beaucoup d'heures à répartir sur les autres entraînements. Ouais, ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant de se dire je vais m'entraîner 20 heures par semaine. Et impressionnant et particulièrement prenant. Moi, les questions que j'aurais à propos de ça qui me viennent tout de suite, c'est comment est-ce que tu... Par exemple, moi, je te dis, OK, Tristan, j'ai envie de faire un... Ou alors, parlons plutôt de ton expérience. Comment est-ce que tu as structuré ça ? Tu t'es fait entourer, tu as suivi un programme, t'as été coaché ou Oui, je peux te parler des deux plans parce que du coup je l'ai vécu et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le faire vivre à des gens. Mais putain, alors, le jour où je veux, de toute façon je sais à qui je m'adresse. Mais personnellement, c'est marrant. T'as beaucoup de coachs qui disent si je me lance dans un truc, j'ai envie de prendre un coach parce que ça te déleste. Ça, c'est quand t'as une certaine maturité aussi. Ouais, c'est-à-dire que personnellement j'aime bien tout faire. Déjà, et puis je pense que je serais horrible à coacher dans le sens où je pense que j'aurais envie d'avoir raison, j'aurais envie de tester mes trucs, etc. Donc je pense pas que je sois coachable. et ça répond à une de mes questions. Le processus initial, ça m'arrangeait de le faire moi-même parce que tu apprends de tes erreurs. Et si le but c'est de coacher à la fin, t'as envie de l'éprouver un peu toi-même. Donc comment est-ce que ça se fait ? Débrouillé tout seul, quoi. Ouais. Après, j'ai fait des erreurs. Je me suis beaucoup blessé au début, comme tout le monde. Mon premier semi-marathon, je crois que pendant 3 semaines après, je pouvais pas courir parce que j'avais mal au genou. Tu fais des trucs débiles en fait. Oui, parce que tu l'as fait assez rapidement par rapport au fait que ton corps avait quand même pas l'habitude de courir. Du jour au lendemain, tu cours 3-4 fois dans la semaine, puis surtout à des vitesses beaucoup trop élevées. Et puis l'endurance fondamentale que tu as découverte, les gens peut-être iront regarder les différents contenus que tu as fait, mais quelque chose qui me traversait même pas l'esprit à l'époque, quoi. Ouais, moi je t'avoue que je me suis toujours entraîné tout seul en muscu pendant des années, en street workout également, autodidacte on dira, enfin autodidacte en mode d'accord, oui, on va pas autodidacte avec tous les livres et les vidéos et tous les trucs qui sont disponibles gratuitement, on est bien d'accord qu'au final c'est pas comme si tu inventais la discipline toi-même, tu vois, mais il n'empêche que moi il m'a fallu justement tout ça avant de me dire à un moment donné, surtout vis-à-vis du marathon et le fait que je voulais faire ça assez rapidement en quelque sorte, là pas le droit à l'erreur parce que j'avais pas envie de m'exploser. C'est pour ça que là je me suis dit ok, je vais aller trouver des mecs qui savent. En plus la course à pied pour moi c'est un sport qui est tellement populaire, étudié et pratiqué depuis si longtemps que je me dis vas-y, no brainer, je vais me faire coacher. Mais oui, parce que là c'est dans une démarche de gain de temps. Ouais. Tu vois. Oui, parce qu'à un moment tu vas gagner ton expertise, petit à petit, mais tu as envie de gagner du temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, la première année, en fait, c'est une découverte. Pendant 1 an, je découvre. Je fais ma première sortie de vélo, je tombe en hypoglycémie au bout d'1 heure. Tu vois. Donc, en fait, on en était là. T'as vraiment appris ça Et donc, même, tu fais 2 heures, tu pars avec une pomme-pote, tu vas vite te rendre compte que c'est pas suffisant, quoi. C'est des petits trucs où... aujourd'hui, ça me paraîtrait tellement logique. Et en fait, non, ça l'est pas quand tu commences à nager. Mon gars, fallait s'accrocher parce que j'ai la chance, comme j'ai documenté, j'ai les vidéos, etc. de comment je nageais à l'époque. J'étais en mode, moi... je comprends pourquoi ça avançait pas bien vite. Ça qui est magnifique aussi, c'est de voir cette progression et en plus, t'es obligé de commencer. Enfin, moi, j'ose pas imaginer. On peut se dire, même moi, je me dis, j'arrive à faire des trucs dans ma vie quand je m'y mets, etc. Si demain tu vas me faire nager, d'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai écrit. C'est que je trouverais ça cool éventuellement une fois qu'on fasse une vidéo les deux ou un truc centré autour de cela, mais je t'ai dit mais par contre Tristan, si tu me fais nager ça va être chaud quoi, parce que moi je ne sais pas nager, j'arrive à flotter, tu vois, mais... comme beaucoup de triathlètes. C'est marrant parce que t'as beaucoup de sports en fait qui cumulent plusieurs disciplines.
Donc, tu as le triathlon avec les 3 sports, tu as le duathlon avec juste le vélo et la course à pied. Ok. Et je ne saurais pas trop comment le formuler, mais souvent, les duathlètes disent en fait, moi, je ne fais pas de triathlon parce que je ne sais pas nager. Je me dis, mais en fait, tu n'as pas compris. Dans les triathlètes, tu as 90% des gens qui ne savent pas nager. La seule différence, c'est qu'en fait, ils vont s'exposer dans un truc où ils n'ont aucune prédisposition. Ils vont s'obliger à faire quelque chose qui, en plus, est chiant parce que, alors aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, tu ne pouvais pas mettre de musique, tu peux parler avec personne, tu regardes que le fond de la piscine quand tu nages. En fait, et ces gens-là, ils sont pas plus docteurs en natation, juste ils s'obligent, ils se contraignent à faire quelque chose qui leur plaît pas. Et ça donne à la fin le fait de pouvoir faire un triathlon. Et potentiellement peut-être un Ironman un jour. Donc oui, t'inquiète pas, t'es comme tout le monde. Non, mais dans le fond, je le sais très bien, mais je trouve ça très important de relever ce que tu as mentionné. C'est qu'on peut très facilement, d'autant plus dans cette ère où, justement, moi je parle avec Tristan qui a réussi, et en quelque sorte, et il est là pour en parler. Ceux qui n'ont pas réussi sont peut-être moins là pour en parler, mais dans le sens où il n'y a pas de prédisposition particulière, dans le sens où exactement ce que tu as dit, c'est en fait les triathlètes ou ceux qui ont fait un Ironman sont pas nés avec un tatouage Ironman sur leur bras, en fait. Personne sait nager au départ, et tu dis 80% savent pas nager. Je sais pas c'est quoi les autres 20%, mais c'est un peu comme quand tu dis à quelqu'un, moi par exemple, je peux dire, pas de chance, je sais pas dessiner. Est-ce que c'est vraiment une histoire de chance? Est-ce que c'est vraiment la naissance que j'aurais dû être né en sachant dessiner ou en étant particulièrement doué comme un poisson dans l'eau, tu vois? Alors oui, il y a une petite part de génétique, mais alors ça... Oui, quand tu vas aller faire un Ironman en moins de 8 heures, je pense que la génétique, elle va rentrer en compte, tu vois. Mais encore... Ouais, et puis sinon, là, tu le dis dans un sens, mais tu pourrais le dire dans l'autre. C'est souvent, les gens qui sont mauvais au dessin disent qu'ils n'aiment pas dessiner. Exact. Parce que t'aimes pas dessiner, parce que juste t'es nul. T'es nul, donc tu le fais pas. Tu t'améliores pas, donc t'aimes toujours pas. C'était mon raisonnement avec la course à pied pendant des années. C'est là où on a de la chance d'avoir des mythes dans les sports d'endurance. Mais de la même manière que potentiellement, s'il y a des gens qui nous regardent, ils pourraient lancer le mythe de passer 180 kg au squat. En fait, c'est juste que les sports de force n'ont pas réussi à imposer ce truc mythique. C'est vrai. Mais en fait, tu pourrais dire la même chose. CrossFit un petit peu, réussir à faire un Murphy en moins de machin, je m'y connais pas trop, mais il faut juste que ça réussisse à rentrer dans le commun, dans la mémoire collective un petit peu. Ouais. Et pour que les gens se mettent au sport de force, ce qui serait bien en fait, parce qu'en réalité, les gens, pour leur santé, auraient plutôt intérêt à être forts qu'être endurants. Un peu plus fort qu'un peu plus endurant, bref. Ça, c'est dur aussi. C'est aussi, certaines de ces entreprises privées ont mis les moyens pour essayer de... Marathon, c'est pas une entreprise privée. Exactement. Mais... Non, c'est vrai. Mais tu mentionnais le CrossFit, qui, je trouve, a aussi popularisé certaines choses. Bon, ça reste des épreuves. Alors, c'est très cross-training, etc. C'est plus dans la durée. Mais c'est vrai que le mythe de ces noms qu'on connaît, plus ou moins tous, c'est quand même des épreuves qu'on voit. Le fait qu'elles durent longtemps, je pense que jamais on pourra se dire, le 200 kilos, en plus, il faudrait un truc relatif. J'ai l'impression que ça joue plus, évidemment. C'est trop difficile. Tu vois, alors, et puis, c'est pas vendeur. Ok, il faut être dans in the know pour savoir que quand tu fais 3 fois ton poids de corps au soulevé de terre, là, tu commences à bien peser, tu vois. 3 fois au soulevé de terre, c'est bien. Quand tu fais 2 fois au squat, c'est pas mal. Mais j'ai envie de dire, c'est pas ça qui fait vendre beaucoup de trucs. Pourtant, c'est des exploits qui sont assez extraordinaires quand tu arrives à les faire. Mais c'est vrai que ces trucs d'endurance sont plus palpables pour tout le monde. Tout le monde se dit qu'en fait, je peux courir. Tout le monde se dit, en fait, je peux bouger mon corps dans l'espace. Moi aussi, je peux nager. Par contre, tu dis, mais en fait, moi, je suis trop gros, trop petit, trop lourd pour pousser des poids ou tenir sur les mains ou je ne sais quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. L'avantage que ces distances soient rentrées dans la légende, c'est que ça pousse les gens à aller au-delà de ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ce que les gens, ils aiment, c'est la médaille. Et qu'ils pensent. Oui, c'est vrai. Donc, à partir de là, ou à partir du moment où tu as donné ce truc de ok, c'est bien socialement de faire telle distance, où il y a une vraie envie, c'est en toi, tu as envie de t'accomplir par ça, c'est pas mal en fait, parce que ça pousse les gens aussi à aller dans des endroits où ils n'ont pas envie d'aller, où ça les dérange, où ils sont pas forts, ou quoi que ce soit. C'est pas plus mal en fait. C'est vrai, de toute façon, c'est une vraie école de vie tout ça, et
Et le sport et le dépassement de soi sont quand même vachement liés. Et moi, c'est pour ça que je suis allé dans la course à pied. C'était parce que, à la fois, j'ai trouvé les deux motivations qui m'ont donné un peu, qui m'ont fait franchir le premier pas. C'était le symbole / la médaille. Et puis le fait que, bon, je me suis quand même montré par le passé que quand j'arrive à me faire un truc super inconfortable, que j'ai l'impression qu'il n'est pas pour moi, parce que moi, je me suis toujours dit, je suis plutôt axé haut du corps, mes pieds, je suis pas très fort. Je dis, c'est pas pour moi, la course à pied, c'est pas pour moi, tu vois. Mais apparemment, j'ai quand même pu réussir à courir un petit peu. Donc, c'est là que c'est d'autant plus admirable quand on voit des mecs comme toi qui aussi sont, entre guillemets, pas prédisposés, parce que, bon, après, on peut se dire, tout le monde a ses trucs. Sur un spectre, hein, t'es toujours plus disposé que d'autres personnes. Ouais. Parce qu'évidemment, être nageur, je suis même pas très, très doué, mais quand tu regardes les meilleurs, tu dis c'est quand même des mecs plutôt costauds. Qui arrive à nager vite. En tout cas, quand j'imagine Michael Phelps, c'est un mec plutôt baraque et plutôt grand. Et surtout, j'ai envie de dire assez jeune, tu vois, parce que t'as que 27 ans, t'as déjà quand même réussi pas mal de trucs sportivement, et que je suis sûr, tu en as tiré, on en parlera un petit peu après, mais t'as pu en tirer des choses de tout ça pour le reste de ta vie. Et c'est quand même... En fait, la première chose que t'en retiens, vraiment dans l'immédiat, et tu l'as vécu à travers le street workout, tu l'as vécu à travers la course à pied, c'est que le sport, de manière générale, c'est l'un des endroits où tu ressens le plus que tes actions ont des conséquences. T'as des gens qui travaillent dans des bureaux, ils remplissent des Excel, ils voient pas vraiment le poids de leurs actions, tu vois ce que je veux dire. C'est moins palpable, hein, parfois, ouais. Parfois, c'est ça. Le sport, c'est tu agis. Et si tu fais les choses, alors intelligemment tu gagnes du temps, mais sinon assez longtemps, tu vois que ça a un impact. Et c'est ça qui est fort avec le sport de manière générale. Avec les sports d'endurance, certes, mais quel que soit le sport, en réalité. Ouais, t'es sûr d'avoir un retour sur investissement. Et puis ensuite, évidemment, puis où tu te positionnes. Voilà, exact. Ça dépend aussi de l'investissement, à quel point c'est intelligemment fait. C'est là où t'as différentes mentalités. T'as les mentalités compétitives qui vont essayer de comparer les gens, qui vont machin. Alors évidemment, quand tu croises un coureur, tu demandes toujours un chrono, ça permet de voir un petit peu. Ou alors tu pourrais même demander, tu t'entraînes combien de fois par semaine. Ça permet de voir un petit peu la personne et de le cartographier un petit peu. Ouais. Mais en réalité, le plus important, c'est que les gens progressent. C'est que les gens sentent que quand ils s'investissent dans une tâche, ils s'améliorent. Après que ton marathon, tu le cours en 2h30, tant mieux pour toi. Si c'est en 3h30, c'est très bien aussi. Et puis si c'est en 4h30. En fait, c'est ça. Tu fais un 10 km. Je préfère quelqu'un qui a commencé son 10 km en 60 minutes et qui aujourd'hui le fait en 40 que quelqu'un qui a couru toute sa vie 30 minutes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. 30 minutes au 10 km, c'est très fort. Ouais, c'est très, très, très fort. Pour ceux qui n'ont pas de référence, c'est très fort. En fait, c'est ça le truc. C'est dans un, il y en a un qui était doué et qui a capitalisé sur son don, et puis voilà, il est resté là où il était. Et puis t'as l'autre qui a eu tout un apprentissage, qui a mis des choses en place pour faire en sorte que ça progresse. C'est un peu ça la différence. Et puis tu vois, tout à l'heure on a dit à travers l'histoire de mon parcours sur l'Ironman, tu t'entraînes de plus en plus. Mais pourquoi tu t'entraînes de plus en plus ? Parce que tu te rends vite compte que plus tu t'entraînes, mieux ça fonctionne. Et meilleur tu deviens, donc il faut pousser encore un petit peu plus le... C'est ça, et puis t'as de la récompense. Tu dis, j'ai rajouté un entraînement là, je vois que tout est plus simple. Mes sorties longues sont plus faciles, mes allures sur les fractionnés sont plus faciles, tout commence à devenir plus facile. Je vais essayer d'en remettre un. Puis tu fais ta première compétition et tu dis, c'est pas mal, mais si je vais essayer de faire mieux, est-ce que je me remettrai pas un petit vélo en plus ? Après, c'est l'escalade jusqu'à un certain point. J'ai poussé l'escalade assez loin, là, mais... en fait, c'est cette récompense-là qui est stimulante. Ouais, ça, je me doute bien. C'est tous ces petits milestones aussi. Et le fait de devoir progresser, c'est vrai que dans le sport, on va pas se mentir, à part quelques prédispositions qui entrent surtout en compte à très haut niveau, c'est entre guillemets au mérite, quoi. C'est à un moment donné, si tu veux devenir meilleur dans quelque chose, il va pas y avoir 4 chemins dans lesquels passer que de mettre le pied dans la chaussure ou la main dans la piscine. Et puis... C'est ça, surtout en triathlon, parce que là, pour le coup, c'est un sport qui est très chronophage. Ouais. Je pense que, honnêtement, qu'au niveau amateur, je ne vois pas de sport où les gens s'investissent autant que dans le triathlon. Parce que pour que les gens se rendent compte... Je veux bien qu'on en parle, justement. C'est-à-dire qu'en fait, en triathlon, genre, pour quelqu'un qui commence à vouloir être un peu compétitif,
C'est-à-dire avoir des bons chronos, tu vois, qui commence à regarder un petit peu les autres, donc qui est dans une démarche où il a envie d'optimiser ses compétences. Honnêtement, je connais personne sous 15 heures par semaine. Ouais. Et 15 heures par semaine, si tu prends les meilleurs coureurs au monde, c'est ce qu'ils font. Ouais, d'accord. Ouais. Si tu prends un triathlète de haut niveau, ils s'entraînent 30 heures. Ah ouais. Bon, après, très haut niveau, ça devient leur métier. Donc oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau amateur, en fait, ouais. Moi, souvent, la réflexion que je me suis dit, c'est je suis tellement con de faire ça pour du triathlon où j'ai très peu de prédisposition. Si je mettais cette énergie dans plein d'autres trucs, je restais champion du monde. Bien sûr, non, mais tu dis toujours ça. Mais... Moi, je trouve ça admirable, justement, qu'un mec qui n'ait pas de prédisposition ou qui se fasse ça par pure envie de se dépasser, je valorise plus ça, justement, que le mec... Alors, c'est différent, mais celui qui baigne dedans, qui a toujours été encadré dès le début parce que ses parents ont voulu faire de lui le triathlète parfait et il a été professionnel dès sa naissance et il fait ça toute la journée. Là, tu dis, pour quelqu'un d'amateur qui veut faire des chronos, mettons pour quelqu'un d'amateur qui a voulu faire comme toi, c'est-à-dire, en fait, ok, Ironman, méga stylé, vas-y, dans 1 an et demi, je veux le faire. Toi, ça a dû métamorphoser ton quotidien si tu as commencé... Après, tu l'as dit que c'était assez progressif, et je me doute bien que tu ne te lances pas dans tout cela. Mais j'entends, tu avais une vie à côté, hein, j'imagine bien. Tu avais sûrement des études ou un taf ou quelque chose, une vie de famille, une copine. Mais tu as quand même réussi à caser un peu tes heures d'entraînement. Et tu as trouvé le temps. Oui. Mais quel a été... Comment est-ce que tu as vécu le truc? Quelles ont été les contreparties? Parce qu'on se doute bien qu'on n'a pas tous... en fait, c'est pas qu'on a... J'ai envie de dire, quels ont été les sacrifices que tu as dû faire pendant ta préparation d'Ironman? Mais sacrifice a une connotation assez péjorative. C'est plutôt quelles ont été tes priorités? Parce que forcément, quand tu places assez haut le fait de t'entraîner, il y a peut-être des choses qui doivent être mises en compromis. Comment est-ce que tu as vécu le truc et l'évolution de la place de ce... Comme tu l'as dit, c'est très chronophage. Avant, je vais juste revenir sur les professionnels. Tu vois, encore une fois, je trouve que en fait, c'est juste incomparable dans le sens où quelqu'un qui a un quotidien, qui va mettre des choses en place, etc., ça va être très motivant pour quelqu'un comme nous parce que c'est ce qu'on vit. Mais un sportif professionnel qui le fait depuis qu'il est enfant, etc., en fait, il faut se rendre compte que cette personne a dédié sa vie à la performance sportive. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'excellence de l'excellence. Il a tout donné pour ça. Nous, on donne une partie, on donne ce qui nous reste. Après le travail, après les gens qui ont des enfants, après les enfants et tout. C'est-à-dire quasiment tout le monde. Hein. C'est ça, on donne ce qu'on reste. Mais eux ont tout donné. Donc, on peut pas mettre ça sur le même... Tu vois, souvent, il y a cette question-là. Sur marathon, ceux qui finissent en 5 heures, ils ont plus de mérite que ceux qui finissent en 2h01 parce qu'en fait, ils ont couru 2 fois plus longtemps. Non, c'est pas le même mérite, en fait. Genre, celui qui a couru en 2h01, genre, il a dédié l'intégralité de sa... Et genre, c'est tellement beau. Alors après, les gens, peut-être qu'ils peuvent pas comprendre, mais il y a une sorte de poésie là-dedans où c'est le don. Donc, c'est pas pareil. Après, oui, pour revenir sur des gens normaux, comme nous, qui ont pas de... Voilà, qui ont une vie à côté, ça s'est fait très progressivement et heureusement. J'allais dire heureusement parce que si j'avais... Alors, pour que les gens se rendent compte, en gros, là, sur la dernière préparation Ironman que j'ai eue, donc l'année dernière, sur la moyenne de l'année, j'étais à 16 heures. Pour ceux qui, comme on l'a dit, en fait, parfois tu montes l'escalier, parfois tu les redescends, ce qui fait que en fait, tu as la moitié de l'année où tu es bien au-dessus, et les plus grosses semaines, je pense que tu avais un bon quart de l'année au-dessus de 20-25 heures par semaine. Avec 16 entraînements dans la semaine, donc avec des journées où tu t'entraînes 3 fois. Tout ça pour un niveau amateur. Et en plus, tout ça pour rater la course à la fin. Autant dire qu'il vaut mieux pas s'accrocher au résultat uniquement. Le processus, ça a été progressif. Et pour tout ton entourage, en fait, il vaut mieux. Parce que si du jour au lendemain, tu passes de rien à tout, personne ne va suivre. C'est ça que j'allais te demander, c'est que toi, tu l'as fait avec ta copine qui a voulu se lancer là-dedans en même temps. Tu as au moins eu cette forme de soutien-là. Je ne sais pas si tu en as eu d'autres, mais ça m'a l'air assez crucial quand même. Oui, et puis qui a un déflectif sur le long terme, mais qui nécessite des arrangements sur le court et moyen terme. Parce que suffit que dans ton organisation, ça se passe mal et tu es obligé de faire ton entraînement le soir. C'est relou. Ouais. Parce qu'en fait, le week-end, elle sait que tu vas devoir rouler entre 4 et 5, 6 heures, et puis après, il va falloir enchaîner avec 1h30 de course à pied, et puis au bout d'un moment, t'es en mode, ce célibataire, c'est au bout d'un moment, on se voit plus, quoi, tu vois. Donc en fait, c'est juste que quand c'est fait progressivement, à chaque étape, à chaque fois que tu montes une marche, tu fais des erreurs. À chaque fois que tu montes une marche,
ça te laisse la possibilité de pouvoir la corriger. Et donc, après, de remonter une marche en plus. Tu vas refaire d'autres erreurs d'organisation. Beaucoup de choses sont nées de l'organisation. En fait, je pense que ça prenait plus de temps sur ma première préparation où la grosse semaine était à 17 heures. Ça prenait plus de temps sur mon temps de famille, je dirais, et mon temps pro. Okay. Pas mon temps pro. Mon temps de famille que la dernière, où je m'entraînais pas 2 fois plus, mais quasiment. Okay. Juste parce que c'était mieux organisé. D'accord. Après, on va pas se mentir, tu t'entraînes 28 heures dans la semaine. Oui, ça reste du temps. Ça reste du temps. Oui. Il faut quand même couper un peu du Netflix à gauche, à droite, ou bien... Oui, et puis c'est comme le travail. Les gens en France, ils travaillent 35 heures dans la semaine. Combien d'heures ils passent à être vraiment actifs sur le travail? C'est pas 35 heures. Donc en fait, 28 heures d'entraînement dans la semaine, c'est pas 28 heures. Il faut que tu te prépares. T'es 28 heures dédiées. Quand tu fais un fractionné, on t'a vu 2-3 fois en story. Ouais. Ça prend quelques temps après pour remettre les idées en place et puis pouvoir se refocaliser sur une autre tâche. C'est même pas vraiment pris en compte quand tu dis je m'entraîne 25 heures. C'est je sais pas dans quelle mesure tu prends en compte le moment où il faut préparer les affaires, il faut y aller, il faut aller jusqu'à la piscine, il faut se toucher après, il faut revenir. Là, je pense qu'on part peut-être sur un autre niveau, quoi. C'est ça, mais c'est là où je veux en venir, c'est que 28 heures, je vais pas faire genre j'avais la vie de famille de tout le monde et la vie professionnelle de tout le monde non plus. J'espère bien, quelque part. C'est vrai que sinon vraiment j'ai un cheat code, j'ai 28 heures dans la journée et puis partage-le-nous. J'aimerais bien, mais en fait non, c'est juste une question de priorité. Et ça, je le mets beaucoup en avant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Petit à petit, plus tu t'entraînes, plus tu comprends que c'est ta priorité, plus peut-être tu vas pouvoir faire des choix pour laisser de la place à l'entraînement. Je m'explique, sur la dernière année, là, par exemple, c'était prioritaire, donc je savais que niveau professionnel, j'allais ralentir. J'ai arrêté certaines activités, par exemple, j'ai commencé... Parce que t'en étais où professionnellement parlant? C'est-à-dire que je coachais chez des gens, je coachais en entreprise, et j'avais commencé à entraîner en triathlon à distance. Okay. J'ai arrêté tout ce qui était en présentiel. Donc tu vois, c'était un choix de vie en me disant, cette année-là, je la dédie, je la dédie au triathlon. Après, c'était pas fait n'importe comment. C'est-à-dire que tu fais quand même un peu tes budgets, tu vois que ça rentre avec... en plus, il y avait Campus à côté, etc. Qui est la plateforme que j'ai montée avec laquelle on t'a entraîné. Exactement. Ces priorités-là, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que souvent, j'entends des gens, par exemple, qui disent « Oh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir m'entraîner plus ?» Tu vois? Ou alors, alors, est-ce que l'inverse, ça s'entend? Est-ce qu'il y a des gens qui disent je cours trop? Non, je pense pas. Mais tu vois, souvent, c'est en mode si t'as vraiment envie de t'entraîner plus, fais-le remonter dans tes priorités et fais-le passer devant les choses qui sont moins prioritaires. Et ça, les gens comprennent pas. En fait, ils pensent que ils ont pas de chance. Ah mince, pas de chance, mes priorités sont comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais courir plus? Non. Et à l'inverse, si tu veux pas courir plus, alors sois satisfait de faire passer les autres choses avant. Tu sais, j'ai l'impression que les gens sont toujours insatisfaits vis-à-vis de leur activité physique. Même toi, si ça se trouve. Pendant ta prépa ou quoi, il y avait quand même des frustrations qui sont liées. Moi, je sais que je peux en avoir aussi, malgré le fait qu'on peut avoir l'impression que je m'entraîne beaucoup, souvent à ma guise. C'est vrai que des fois, je me dis, en fait, je pourrais toujours faire plus ou faire mieux aussi, quoi. Oui, dans le cas présent de la dernière préparation, non, moi, je pouvais pas faire plus. Non, J'ai même fait sûrement un peu trop par rapport à ce que mon corps était capable d'accepter. Mais c'est pour le plaisir de l'avoir fait aussi. Non, j'ai eu oui, mais après aussi parce que j'ai eu peut-être la chance sur le long terme, tu vois, de me dire c'est all-in sur cette prépa, tu te donnes à fond. J'appelle pas ça de la chance, mais oui, bien sûr. Non, c'est parce que c'était pas ta première et que toi, t'es arrivé à un certain niveau d'entraînement où tu t'es entraîné à réarranger tes priorités aussi, tu vois, j'ai envie de dire. Exactement. Oui, c'est une histoire de switch mental aussi. Parce qu'en fait, moi, quelqu'un qui me dit qu'est-ce que j'aimerais m'entraîner plus, mais je peux pas parce que j'ai la famille et tout. En fait, moi, quelque part, ça me rend triste parce que ce mec-là, la réalité, c'est qu'il a pas envie de s'entraîner plus, qu'il a envie de passer du temps avec sa famille. Donc en fait, quelque part dans sa tête, il a la conscience de se dire ma famille m'empêche de, alors qu'en fait sa priorité c'est sa famille. Et tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est la pire formulation possible parce que non seulement tu... oui, alors que c'est même pas ce qu'il pense. Exact, ouais. Tu vois. Et après, évidemment, il y a des gens qui se trouvent des excuses et qui ont juste des petites demi-heures par-ci par-là et qui passent devant la télé, on vous voit. Évidemment, mais moi-même, ça m'arrive, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement une différence entre avoir 3 enfants, une femme, une famille, ou l'inverse, et trouver le temps, et versus ne pas le trouver. Mais à un moment donné, au bout d'un moment, les priorités, c'est, écoute, est-ce que tu préfères faire 28 heures de triathlon par semaine ou bien t'occuper de tes 3 enfants pour qu'ils aient une belle éducation ?
Bon, chacun ses priorités. Les gens se posent jamais cette question, j'espère. Non, évidemment. Mais c'est là, du coup, tu ne devrais pas être frustré, ou moins être frustré d'avoir La question, c'est moins de plutôt, temps. ok, tu passes 2 heures devant la télé le soir. Évidemment. Est-ce que ça c'est prioritaire pour toi ou c'est l'envie de t'entraîner? Le cas échéant, peut-être qu'en fait, tu aurais juste besoin de te coucher plus tôt, tu te réveilles une heure plus tôt, tu vas t'entraîner. T'as autant de cas que de personnes, parce que t'as toujours le mec qui dit moi je suis boulanger, mais machin. Oui, ok. C'est pas ça qu'on veut entendre, Tristan. Nous, ce qu'on veut, c'est la pilule magique, putain. Oui, je sais bien. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tu vois, mon rôle en tant que entraîneur de triathlon, c'est pas de faire en sorte que les gens s'entraînent plus. Ça me fait très plaisir quand ils s'entraînent beaucoup parce qu'en général, ils sont motivés. Bah oui, ils sont très motivés, très assidus, ils remplissent bien leur carnet d'entraînement et vraiment, c'est très cool. Mais la majorité des gens, c'est pas ça. Et donc, le rôle aussi, c'est quand tu fais face à une personne, c'est parfois de le raisonner et de dire ok, on va peut-être rester sur ça. Évidemment, la solution de facilité, ça serait d'en faire plus, ça serait de faire ci, mais avec les ressources que tu as allouées, en fait, c'est ça. La première étape, c'est ça, c'est allouons des ressources. Quelles ressources tu es prêt à allouer? Et à partir de là, on travaille. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu vois, demain, il y a un mec qui s'entraîne pas en triathlon qui me dit je suis prêt à allouer 20 heures. Ça va peut-être prendre 2 ans avant d'arriver à 20 heures. Mais en tout cas, il sait ce qu'il est prêt à allouer à sa pratique. Ouais, il vaut mieux partir dans cette idée-là et build up parce qu'évidemment, passer de 0 à 20 heures, c'est ça. C'est des habitudes qui doivent se créer au fur et à mesure et construire les unes sur les autres. Et un truc qui m'intéressait vis-à-vis de... J'étais curieux d'avoir ton ressenti là-dessus, notamment vis-à-vis de ton premier Ironman, qui du coup, à nouveau, au cas où c'était pas très clair avant, a donné naissance à ta chaîne YouTube, qui, la première année et demie de ta chaîne YouTube, servait principalement à documenter ton road to Ironman, entre guillemets, du jour 0 jusqu'au jour 600 où tu as couru le Ironman. C'est ça. Tu as quand même documenté pas mal le truc. Alors, évidemment, t'as pas fait des vidéos tous les jours non plus, mais t'as... Alors que je me dis que j'aurais bien aimé. Mais... T'aurais bien aimé, justement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ton point de vue à ce niveau-là, parce qu'on pourrait se dire, attends, le mec... Parce que à ce moment-là, professionnellement, tu faisais quoi pendant ton premier Ironman? J'étais en master. T'es en master. Donc et je coachais à domicile. Ok, donc t'avais tes activités à côté, il fallait manger, il fallait faire les études, il fallait quand même réussir les examens, même si t'avais peut-être un peu plus de temps à l'université. Il n'empêche, le mec, il veut faire un Ironman, donc bon, investissement en temps considérable. Et en plus, il se dit, bon, je vais documenter le truc, c'est-à-dire qu'il faut filmer des vidéos, il faut monter des vidéos, il faut publier des vidéos. Quel a été, selon toi, le rôle de cette documentation dans ce parcours de Ironman? Quels ont été les points positifs et négatifs de documenter ce processus? Parce que d'un côté, on pourrait se dire, ok, il fait ça, ça va lui prendre du temps et de l'énergie qui sont déjà rares. D'un autre côté, on pourrait se dire, je vois ma vidéo d'il y a 2 mois où j'étais entre guillemets nul, maintenant je suis un peu meilleur, ça me motive. Comment est-ce que tu as vécu le... Point négatif, en vrai, j'en vois aucun. Parce que l'impulsion initiale, c'est j'aime bien faire des vidéos. J'en faisais pas. Enfin, c'est pas j'aime bien faire les vidéos, c'est je sens que j'ai envie de faire ça. Quand j'étais au lycée, les petites vidéos sur League of Legends où... Tu fais ton petit montage, ta petite musique, t'es content avec ça. Ouais, voilà. Et puis, il y avait quand même ce petit truc derrière où je me dis, franchement, je pense que j'aime bien faire des vidéos, on va essayer de mettre ça en place. Donc, c'était vraiment, c'est toujours plaisir, quoi. Donc, il n'y a pas de point négatif. S'il y en aurait eu, je l'aurais abandonné. Mais le plaisir de le faire a fait que ça a persisté. Et après, les points positifs, tu l'as dit, le pouvoir de pouvoir se replonger dans ces vidéos avant et de se dire, c'est vrai que t'oublies pas. Enfin, vraiment, quand t'es la tête dans le guidon, t'es jamais satisfait. Tu te dis, je veux plus, je veux aller plus vite, je veux machin. Puis parfois, tu regardes les vidéos et tu te dis, j'étais vraiment nul à l'époque. et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que parfois, de se remettre un petit peu en compte et se dire, je pars de là. Ok. C'est bon, je peux souffler un peu là. Finalement, j'ai quand même avancé. J'ai pas l'impression au jour le jour. C'est comme quand tu fais une transformation physique, tous les jours dans le miroir, ça change pas. Mais quand tu regardes la photo du jour 0 et que tu reprends une photo aujourd'hui, tu dis, mais en fait, je vois mieux là. Ouais, tu vois jamais ton enfant grandir. C'est la même chose. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est... Alors, je dirais, il y en a 2 autres. Premièrement, quand tu parles, c'est-à-dire c'est un peu l'exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui, quand tu articules tes idées... Parfois, tu te rends compte que tu as tort quand tu le dis déjà, pour commencer. Mais ça permet de structurer un peu mieux ta pensée. Moi, j'aime beaucoup parler parce que justement, c'est dans ces moments-là où je me rends compte que est-ce que je suis vraiment d'accord avec moi-même? Est-ce que
Et donc, en fait, quand tu fais ce vlog, c'est un peu le processus à travers lequel je suis passé. Et puis après l'Ironman, j'ai commencé les vidéos un peu plus techniques. Et c'est dans le processus de création que là, ça se fait. Ah, je vais parler d'un sujet. Tu pars de la base de tes cours. Ok, j'ai appris ça en cours, nanana. Est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Tu remets un petit peu en question, tu fais ta popote, tu sors ta vidéo. Donc, c'est dans ce processus-là où il y a aussi un intérêt personnel là-dedans qui, en fait, au final, si je faisais pas de vidéo, il y aurait j'aurais rien remis en question quasiment, quoi. Alors que là, ça te pousse à te challenger et à améliorer ton expertise. Et si on parle pas d'expertise dans un domaine particulier, à juste tourner ta pensée pour plus facilement pouvoir le ressortir plus tard. Tu sais, quand tu discutes sport avec des gens, la dernière fois, je faisais un live comme ça où les gens, à la fin, ils m'ont dit « Ah, mais t'as pas de notes ?» Je suis en mode « Ben non, parce qu'en fait, ce que je viens de raconter dans ce live, genre, je l'ai dit 1000 fois déjà. » Donc, à force de le dire, que ça soit en vidéo avec des gens ou quoi que ce soit, ça permet d'avoir une pensée bien structurée. Et troisième avantage, c'est juste, t'as des gens qui te donnent énormément de force. Je pense que tu l'as vécu avec ton marathon. Oui, évidemment. Ah oui. Et en fait, c'est dingue parce que c'est des gens qui t'ont suivi depuis le début. C'est des gens qui ont suivi tes aventures, que t'as motivé. Et tout d'un coup, sur une épreuve, ils vont te rendre toute la motivation que t'as derrière. Et quand t'es sur une course, c'est comme si t'avais 10 000 mecs, 50 000 mecs qui sont derrière et qui sont en mode « Let's go, il est en train de le faire ». Et il y a une course en particulier où c'est très flagrant. C'était en 2021 à Tallinn sur mon deuxième Ironman où il y a eu un bas très très bas. Et en fait, justement, pendant le vélo, pendant le vélo, j'étais en train de me dire, putain, qu'est-ce que je vais leur dire? Et en fait, c'était un jour, il y avait des rafales à 80 km/h. En triathlon, on est couché sur le vélo, en fait. Ouais. Donc, niveau de la direction, c'est beaucoup plus compliqué, donc beaucoup plus instable. Et donc, tu faisais des écarts de 2 mètres sur la route. Enfin, il y avait énormément d'abandon, etc. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Ouais. Il pleuvait à torrent, t'as froid, et tu vois ta moyenne qui baisse, donc tu vois ton objectif qui était à l'époque de passer sous les 9 heures en train de s'éloigner. J'étais sur le vélo, j'ai l'impression que j'avais crevé, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Tu vois, en mode, bah ouais, t'as fait le beau, tu leur as montré que t'étais assidu et tout. Qu'est-ce que c'est? Je leur ai montré que l'assiduité, ça sert à rien. Je sais pas. Et puis, j'ai repris la course à pied, ça a remarché, et puis j'ai vu que c'était possible à nouveau, j'ai repris espoir. Et puis là, c'était magnifique. C'était d'ailleurs, je pense, ce jour le plus beau souvenir sportif que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Et c'est marrant de voir que les gens, parce qu'ils te connaissent, ils sont extrêmement réceptifs à ce qui se passe. T'as beaucoup de gens qui étaient alors, à l'Ironman, l'avantage, c'est que t'as un tracker où, oui. Un peu comme sur le marathon, c'est tous les 5 km. Là, c'est un peu la même chose. T'as de manière récurrente des temps de passage où tu vois le mec qui avance et tu sais la projection un petit peu s'il rentre, s'il rentre. C'est un peu un truc, c'est comme le Tour de France que tu regardes en direct, quoi. Exactement. Donc t'as ça, et puis après la course, c'était la folie. C'est à 4 minutes près sur une course de 9 heures. Donc on est d'accord, tu as réussi, t'as fait quoi, 8h56? Ouais, quelque chose comme ça. Et tu voulais faire moins de 9 heures, et du coup contrat rempli, c'est-à-dire là ça devait être assez incroyable. C'est la fête. Effectivement, c'est la fête. Et je rebondis juste sur quelque chose que tu as mentionné que je trouvais très, très cool et d'autant plus puissant pour tout le monde, n'importe qui nous écoute, parce que tout le monde n'a évidemment pas la vocation de faire des vidéos ou de partager son ressenti. Mais en fait, cet acte de faire les vidéos où tu te disais, mais en fait, c'est incroyable, ça me fait exprimer et structurer mes pensées à haute voix et ça me permet de remettre en question ma propre façon de dire et de faire les choses. Ça, c'est un peu un genre de journaling, en quelque sorte. C'est toi, tu le faisais en vidéo et tu décidais de le partager aux autres, mais tu peux le faire tout seul dans ton journal intime. C'est un peu le truc classique. Tu peux le faire en vidéo, tu peux le faire à l'audio, tu peux te faire des messages vocaux à toi-même. Rien que le fait, de poser ces choses, c'est aussi un exercice que je recommande souvent. Ça te force à structurer tes pensées vis-à-vis de toi-même et à en fait poser sur mais en fait c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai pensé ça. C'est tellement plus concret que de simplement y penser de façon volatile dans la tête. Et ça, c'est quelque chose que n'importe qui peut bénéficier. Quand toi, tu réalises que je regardais mes anciennes vidéos, mais en fait, ça me permet de remettre moi-même en question ma façon d'avoir fait les choses. Ça, c'est aussi accessible à n'importe qui garderait ça pour lui aussi. C'est ça. Et puis surtout quand tu es dans la transmission, parce que c'est le but aussi, final, souvent t'oublies, tu parles de biais du survivant, etc. T'oublies tous les obstacles que tu as surmontés. Et en fait, c'est bête parce que du coup, tu perds l'expérience
et donc les solutions que tu as trouvées à ce moment-là. Et c'est dommage parce que t'oublies ce que c'était d'être débutant. C'est dommage parce que et le but de l'expérience. Ben oui, et le but de l'expérience, c'est de pouvoir retransmettre tes apprentissages pour que les gens gagnent du temps ou évitent de refaire les mêmes erreurs. Ou une fois qu'ils l'ont fait, que tu leur délivres la manière de s'en relever. Et parfois, t'oublies. Ouais. Donc, c'est bien de garder des notes. Ouais, c'est comme les carnets d'entraînement de muscu. Exactement. Moi, j'ai tout écrit dans des carnets en papier que j'ai toujours. Pour moi, c'est un symbole même émotionnel, tu vois, parce que je vois mon petit développé couché, j'écrivais séance A, DC, 4 fois 70, tu vois, et je dis, ah ouais, putain. Alors, regarde, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, je note sur un carnet, genre les séances les plus remarquables que je fais en musculation. Remarquable par rapport à moi, c'est-à-dire que bien sûr. J'ai progressé, j'ai rajouté 2 kilos là, je le note. Là j'ai fait ça parce que t'es pas au top sur toutes tes séances. Bien sûr. Le but c'est que sur le moyen et long terme ça progresse, mais sur le court terme, jour après jour, Il y a des fluctuations. Et bah, ce qui est marrant, c'est que je compare ces notes à mes premières vidéos. Sur mes premières vidéos, je faisais encore la musculation, donc j'avais filmé des entraînements. Et donc en fait, je compare ces notes-là et je me disais à l'époque, ça sert à rien de noter ces entraînements. À quoi ça sert? Je m'en souviens que la semaine dernière, j'ai fait ça. Ouais. Et en fait, j'aurais été très content aujourd'hui d'avoir ces notes pour me dire, à l'époque, je vais aller ça. Bon, je l'ai pas fait. Ouais, mais dommage. Mais pareil, tu vois, je prends des notes, les pensées du jour. Si j'ai une petite pensée, je l'écris. Et après, tu repasses dessus pour réactiver les souvenirs. C'est exactement ça. Et de plus, en plus, le fait d'avoir ces souvenirs immémoriaux qui te permettent de voir le avant-après, tu as aussi, après ça c'est d'un point de vue purement pratique, de justement savoir ce que tu as fait la fois d'avant. Dans quasiment toute pratique sportive, j'ai l'impression que ça vaut la peine de mesurer un peu ce que tu fais pour essayer de mieux comprendre là où ça marche, là où ça marche moins bien. En muscu, savoir ce que tu as fait la semaine dernière, que ce soit parce que tu t'en souviens ou parce que tu l'as écrit, c'est un très bon point de référence pour savoir un peu qu'est-ce que je vais viser dans cette séance-là et si tu fais toujours la même chose, bon bah... Quand tu as une démarche de progression. Oui, bien sûr. Quand tu as une démarche axée progression, ce qui est quand même, on va pas se mentir, notamment en muscu, généralement le but des gens. Il y a peu de gens qui commencent la muscu. Bon, alors mon but, c'est pas de progresser, ça va être juste de maintenir le corps que j'ai actuellement. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est encore autre chose. Mais je me doute qu'en triathlon, toi, tu étais aussi à traquer un peu tout ce que tu faisais, toutes tes séances. Bon, t'avais sûrement... Alors, moi, j'ai découvert justement le monde de la montre connectée. Moi qui adore les chiffres et les stats, j'étais tout fou à mettre ça sur Strava, chaque sortie, etc. Et d'avoir les petites données de fréquence cardiaque. Là, je me doute que tu avais aussi gardé un training log pour tes Ironman, quoi. Ah, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Dans chaque sport, t'as des petits... pas des petits rituels, mais t'as des petites private jokes avec les gens qui font les triathlons et tout. Et en général, quand tu fais de longues préparations, bah, t'as toujours cette montre à ton poignet. Ce qui fait que quand tu arrives en septembre, octobre, il commence à faire moins beau, tu as une gigantesque marque de montre, mais vraiment blanc pâle, sur un bronzage parfait, parce que tu passes beaucoup de temps à l'extérieur. C'est vrai. Tu nages, alors j'ai la chance de pouvoir nager dehors, tu roules dehors, tu cours dehors. Donc vraiment, tu as un bronzage impeccable, mais sous la montre, il n'y a pas eu un rayon du soleil, quoi. Et donc tu te dis... Tu les reconnais. La prépa était bonne. Ah, la prépa était bonne, j'ai gardé la montre H24. Et je vois que vous êtes beaucoup entraîné, monsieur, c'est bien. Et donc, oui, tu gardes tout. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des plateformes en ligne où tu peux tout regrouper jusqu'à la fréquence cardiaque, à la fréquence de pas. Tu centralises tout au même endroit, tu peux mettre tes petites notes de séance. Oui, on a cette chance-là. Mais dans une démarche de progression, de mon point de vue, tu n'as pas d'autre choix que de traquer au minimum. Alors aujourd'hui, en triathlon en particulier, tu as la démarche de surtraquer, c'est-à-dire vraiment tout maîtriser du tout. La mission que je me donne aujourd'hui, c'est une mission auto-attribuée, c'est parmi tout ce qui est possible de faire au plus simple. C'est-à-dire comment est-ce que... qu'est-ce qui vaut vraiment le coup d'être mis en place? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs où tu passes 4 heures et ça ne te sert à rien en fait? Et ça sert que au plus haut niveau parce qu'en fait, ils ont déjà tout avant, tu vois. Ouais, tu veux commencer par la cerise sur le gâteau. Exactement, avant une question de pyramide. Donc, mais ça, pour le coup, traquer, c'est pour moi, ça fait partie du bas de la pyramide. D'accord. Juste s'assurer que sur le moyen et long terme, ça progresse. Ouais, et pour en revenir un peu au jour du Ironman, donc des Ironman, t'en as fait 3 plus 3 en tout, d'accord. Et 7 ou 8 semis. 7 ou 8 semi-Ironman. Un truc qui, moi, m'a beaucoup marqué, et tu vois, ce podcast, c'est un peu la même chose. Je parle à des gens, c'est des conversations qui restent un petit peu pour toujours ensuite sur Internet, et que moi aussi, je peux éventuellement revenir. Et je me souviens très bien d'un truc qui m'a frappé. Alors, je suis pas en train de faire une prémonition ou quoi que ce soit, tu vois, mais c'est vrai que j'avais une discussion avec un pote Bazinga que j'avais...
alors lui, il s'y met, il va bientôt en faire un, et justement, il m'influence aussi un petit peu. Mais je l'avais invité sur le podcast et je lui avais demandé de me parler de son expérience marathon. Et c'est une des personnes que j'aurais envie que j'ai d'ailleurs, dans la vidéo qui va bientôt sortir sur le marathon, auquel j'attribue aussi mon inspiration, ma motivation d'avoir eu envie de courir un marathon, parce qu'il m'a raconté aussi qu'est-ce que c'était comme ressenti, comme émotion que oui, tu te prépares, évidemment. Là, on a parlé toute la préparation du Ironman, etc. Mais à un moment donné, il faut se lever, je sais pas à quelle heure, 3 heures du mat, très tôt, pour aller faire ça toute la journée. Et éventuellement, ça a été ton cas 3 fois, franchir la ligne d'arrivée. Et ça doit être quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et je sais pas comment tu le vis sur le moment ou après coup. Mais est-ce que tu arrives à nous parler un peu de l'expérience du Ironman le jour J? Oui. Attends, c'est la première fois que je m'y prête, donc on va essayer de faire bien les choses. Alors déjà, tu te lèves très tôt. Moi, je déteste me lever tôt, donc ça marque. La journée commence bien. Tu vois, je me souviens que sur mon premier Ironman, c'était à Nice. Ce qui est drôle, c'est que tu te souviens pas de grand-chose pendant la course, parce que heureusement, sur 8 heures, tu as des moments de temps qui se compressent, d'autres qui se dilatent. Et juste avant la course, je me vois où tu as l'arche de départ, où tu vas passer dessus. C'est un rolling start, ça veut dire que tout le monde part pas en même temps. Ouais. Tu pars 6 par 6, toutes les 3 secondes. Quelque chose parce comme que ça. c'est la natation en premier. Exactement. Ce qui permet d'avoir un départ un peu plus fluide et d'éviter que les gens se battent au passage de bouée. Bien sûr. Ce qui était le cas il y a encore quelques années, sur quelques courses encore aujourd'hui. Et vraiment, tu as ce moment-là où tu as tout le travail qui t'attend, tu sais que ça va être long, tu sais que ça va être pénible, tu as déjà fait quand même beaucoup d'entraînements où tu sais que tu es capable de tenir 6 heures, 8 heures, tu sais que tu en es capable, mais au-delà, tu l'as jamais fait. Ce qui est normal, parce que si jamais tu as fait un Ironman à l'entraînement, c'est que tu en as déjà fait un. C'est que tu en as déjà fait un, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui s'est pas passé, qui s'est mal passé. Et donc, je me suis dit, ah ouais, là, à partir de maintenant, c'est la dernière fois, si tout se passe bien, que je n'aurais pas fait d'Ironman dans ma vie. Ouais. Là, je m'apprête à faire quelque chose qui va marquer un passage. Donc, il y a ce premier rite. Et après, comme je te dis, ça passe assez lentement. Alors, c'est comme les études. Sur le moment, c'est très long. Mais quand tu dis « Ah, ça fait déjà 4 heures », je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le moment présent est assez long et devient de plus en plus long et de plus en plus pénible. Mais en fait, ça passe assez vite, en réalité. Tu vois, là, sur ma dernière course, je mélange, sur le vélo à mi-chemin, ça se passe très mal. Et en gros, quand ça se passe mal à moitié du vélo, il te reste 2h30. Et en fait, c'est très pénible sur le moment, extrêmement pénible à ce moment-là. Mais les 2h30 passent en réalité comme ça, quoi. Donc, comment bien vendre cette distance? Comment est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu arrives aussi, c'est une question que je me posais, après toute cette préparation, tu fais des semaines à 20 heures d'entraînement pendant, mettons, un an et demi, suivant le niveau duquel tu pars, tu arrives le jour J, tout ce que tu as fait quand même dès le départ, c'était ciblé, centré en direction vers cet objectif qui se passe ce jour-là, ça y est, j'y suis. Est-ce que tu arrives à relever la tête pendant et à réaliser aussi un peu ce que tu es en train de faire? Je pense que ça dépend des gens. Moi, non, vraiment très peu. Ok. C'est-à-dire que t'es vraiment t'es à l'intérieur de toi. T'es dans l'excitation. Est-ce que ça va? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai mal quelque part? Comment est-ce que je suis l'allure que je dois au niveau du chrono? Comment ça va? En fait, t'es vraiment à l'intérieur de toi et tu pourrais dire, je vais apprendre des musiques, je vais chanter, je vais penser, tiens, ça va être le bon moment pour avoir la réflexion sur machin. Mais comme t'es dans un effort qui en plus est trop intense, c'est pas une promenade. Ça a beau être long, en fait, l'effort est quand même très intense. En fait, tu peux pas te concentrer sur trop de trucs. Donc, tu es vraiment dans une logique interne, enfin, en tout cas pour moi, où tu t'écoutes. Après, j'ai des triathlons que j'ai fait très tranquillement. Là, c'est pas du tout la même logique. C'est juste que j'ai toujours eu la logique de vouloir faire du mieux que je pouvais. De rendre un peu hommage à tout l'entraînement que j'avais fait. Parce que si tu t'entraînes 25 heures pour faire la course très facile, tu pourrais te dire, je m'entraîne très dur l'entraînement, comme ça je suis sûr de faire la course et de la faire pas trop, tu vois. Mais non, en fait, si t'as fait tout ça, c'est pour donner 100% de ce que t'as aujourd'hui. Exact. Donc, pas trop. Il y a toujours un ou deux moments dans la course où t'émerges, tu regardes autour de toi. Premier triathlon, c'était à Nice, comme je l'ai dit.
c'est quand même magnifique. Ouais. Donc j'ai 2-3 images, mais un an plus tard, je retourne pour Nice pour faire cette fois-ci les championnats du monde 70.3 en amateur, et on repasse sur la même descente. Donc tu as bien 40 bornes de passage en commun. Ouais. Et cette fois-ci, j'étais très peu entraîné parce que je m'étais blessé. Donc vraiment à vélo, c'était tranquille, quoi. Mm-hmm. Et je n'ai jamais vu. Je ne me souviens pas du tout être passé par là. Et pourtant, sur Strava, qui est un réseau social pour spécialisé dans l'endurance, tu vois bien que j'avais pris exactement un an plus tôt la même trace, etc. Donc non, en fait, c'est ça commence. Tu as tout le passage avant, la préparation, le matin. Tu prépares tes affaires, tu vas dans ton parc à vélo, tu gonfles tes pneus, etc. Ça commence. Il se passe ce qui doit se passer. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu de la chance, mais le monde reconnecte au moment où tu refranchis la ligne d'arrivée, quoi. Et il se passe quoi quand tu reconnectes 200 mètres avant parce que 200 mètres avant, c'est exactement ce que j'allais demander. Il se passe quoi quand tu vois la ligne d'arrivée après, du coup, entre 8 et 11 c'est ça. heures. Alors, sur toutes les courses d'endurance, quand ça se passe mal. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est de plus en plus pénible. En général, tu as la moitié de la course qui se passe bien, ou les 2/3. Puis au bout d'un moment, ça commence à devenir pénible. Et puis de plus en plus pénible. Et en fait, il faut espérer que ça soit assez soutenable pour franchir la ligne d'arrivée dans le meilleur temps possible sans s'arrêter. Or, parfois, ce moment où c'est trop pénible pour continuer, il arrive, quand on a de la chance, un peu avant la ligne d'arrivée, mais parfois, il reste 20 bornes à courir, quoi. Ouais, parce que tu as quand même un marathon à courir en dernière partie. C'est ça. Donc, sur mon premier marathon, par exemple, j'ai très mal géré mon effort, évidemment. Et donc, j'étais en train de marcher. Et ce qui m'a fait reconnecter, c'était quelqu'un qui avait la voix de quelqu'un avec qui je m'étais entraîné. Il avait vraiment la même voix. Et donc, le fait qu'il m'ait encouragé, j'ai presque l'impression que c'était lui. C'est ça qui m'a fait repartir. Mais vraiment très difficile sur les 20 derniers kilomètres. Et quand tu arrives sur le dernier kilomètre, c'est vrai, la notion de renaissance prend tout son sens. Ça fait... là, tu l'as fait quoi, 11 heures le premier ? 11 heures le premier. Donc ça fait 11 heures que tu es lancé et là tu te réalises il me reste 1 kilomètre sur combien, 230 ou je sais pas combien il y en a en tout. 140 miles, ça va faire 223 et quelques. Ok, ouais. Mais surtout à Nice où en fait tu cours sur la promenade des Anglais, donc quand tu fais ton demi-tour, il te reste 5 km au niveau de l'aéroport et ça fait une légère courbure et tu vois la ligne d'arrivée qui a l'air très loin. 5 km, tu la vois 5 km avant ? Ouais. Ah oui. En fait, et surtout quand tu es au bout du gouffre, alors comme tu as un système de boucle, tu as des bracelets de couleurs. D'accord. Et toi, tu marches, t'en peux plus, tes ravitaillements. Alors ça, c'est très marrant parce que c'est comme sur le marathon, tu as des ravitaillements avec de l'eau, etc. Au début, tes ravitaillements, tu les marches pas. Au bout d'un moment, tu les marches un peu. Ouais. Au bout d'un moment, tu marches 50 mètres avant. Tu marches bien sur le ravitaillement. Tu marches 50 mètres après. Puis peut-être en espérant recourir après. Et du coup, tu as les gens qui passent à côté qui sont en mode « Oh, mais c'est ta dernière boucle. Vas-y, tu peux quand même le faire. » J'étais en mode... Oui, mais non. Là, actuellement, non. Et ouais, non, une renaissance. J'ai l'impression que plus tu descends profond, plus la lueur d'espoir, plus la lumière au bout du tunnel est puissante, quoi. Est-ce que c'est pas ça qu'on va chercher là-dedans ? Tu l'as dit toi-même, si tu fais tout ça pour que ça soit facile... Oui. Alors le truc, c'est que tu peux creuser ton trou. L'idéal, c'est de le creuser pile poil profond. Exactement. Bien, c'est ça qui est super chaud. Tu vois, si je prends donc mon deuxième Ironman, là pour le coup, qui s'était très bien passé, gros bas sur le vélo, ça reprend en course à pied. Évidemment, en fait, sur les courses longues comme ça, t'as des hauts et t'as des bas. Marathon, c'est encore un peu court, mais t'as quand même un petit peu cette alternance. Sur des distances plus courtes, non, c'est soit ça va pas. Du début jusqu'à la fin, t'auras la même sensation. Sur les courses longues, t'as vraiment des moments où tu remontes la pente et c'est reparti comme en 40. Et par exemple, sur cette course-là, pareil, course à pied, au niveau du peut-être 25e sur 5 km à vide. J'avais quelqu'un qui suivait mes vidéos, qui m'a fait tenir le rythme. Et au bout d'un moment, tu retrouves et puis ça repart, etc. Donc là, tu vois, typiquement, tu as des difficultés pendant la course, mais t'es pas au fond du gouffre, quoi. Et pourtant, c'est ce que je dis, c'est là où la libération de la ligne d'arrivée a été émotionnellement aussi la plus forte, quoi. Ouais, et ça, est-ce que tu arrives à décrire un peu d'une certaine façon qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors, tu l'as vécu 3 fois. Évidemment, il y a chaque fois une notion de, d'autant plus quand c'est plus la première fois que tu l'as fait, une notion de comment est-ce que j'en suis sorti vis-à-vis de mes attentes qui peut influencer peut-être les émotions à la ligne d'arrivée. Mais quand tu sais que tu franchis et que c'est terminé, est-ce que tu arrives à décrire Attends, pour voir si je suis pas bizarre, qu'est-ce que toi, tu as ressenti quand tu as franchi la ligne d'arrivée du marathon ?
J'ai trouvé ça un petit peu, overwhelming, un petit peu submergent, parce que moi, c'était ça que j'étais venu chercher. C'était ce que j'ai envie, c'est que ça culmine à ce niveau-là. J'ai envie de ressentir des trucs forts, en fait. C'est pour ça que j'ai pas envie de courir le marathon sans préparation 2 jours après. J'ai envie que ça ait été quand même une épreuve qui culmine à ce moment-là, et j'ai envie de pouvoir m'être préparé dans les conditions qui vont me permettre de vivre vraiment quelque chose que je pourrais pas vivre autrement. C'est-à-dire franchir la ligne d'arrivée d'un marathon, après m'être entraîné beaucoup pendant des mois, alors ça reste à mon échelle. J'ai trouvé ça incroyable, en fait. Très, très fort. Et quelque part... Alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment encore dit, on dira. Je m'attendais presque à ce que ça soit encore plus fort. Peut-être j'ai romancé un petit peu le truc. Peut-être que c'est parce que je vais en courir un autre une fois. Mais j'ai eu tout ça. D'un côté, j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux. D'un autre côté, je me suis dit, en fait, j'ai envie de me mettre dans un cas de figure où les larmes, elles me montent aux yeux et je peux rien faire d'autre, tu vois. Parce que tu peux pas le faker, ça. Tu peux pas t'inventer un sentiment de fin de marathon, tu vois. Il faut l'avoir fait. Et voilà, ça, c'était mon expérience. En fait, je dirais que pendant ta course, déjà, tu conscientises pendant ta course que tout ce que tu as fait, là, c'est en train de payer, tu vas le faire. Tu comprends assez tôt que tu vas aller au bout. Hein. C'est vrai que c'est tellement long que tu peux te projeter un peu. Ouais, voilà. Et donc, évidemment, tu as ça. Mais personnellement, quand je franchis la ligne, c'est un peu comme... comment t'appelles ça? Pas un acouphène, mais tu sais, comme si tu aurais une détonation et... Ouais. Et en fait, c'est un peu un vide. Et genre, moi, je trouve qu'il se passe pas grand-chose. Et tu vois, moi, typiquement, je prends ta ligne là, genre une joie immense, parce que là, vraiment, j'en ai chié. Mais j'en ai chié pendant la course, j'en ai chié pendant la prépa. Et je me dis, en fait, tu sais, j'avais envie de me dire, oh, genre, je vais pleurer. Et en fait, non, en fait, t'es épuisé par la course. Et t'as juste genre, t'es content, mais... Je sais pas comment dire, genre un vide, tu vois. Okay. Vraiment, genre épuisé par l'effort. T'as de l'adrénaline qui redescend aussi sûrement. Tu te dis, je l'ai fait. Tu sais que t'es content, mais tu mesures pas. T'as du mal à mesurer. Tu vois, t'es encore un petit peu dans l'effort, je pense, tu vois. Puis d'ailleurs, ça se voit parce que moi, le moment que je préfère, je te dis, le moment que je préfère après une course, c'est la nuit. La nuit d'après. Non, la nuit là, qui suit, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, genre, je reste éveillé, mais genre jusqu'à 5h du mat. Et genre, il se passe rien. Tu vois, personne t'attend. C'est fini. T'as fait ce que tu devais faire. Demain, il va pas falloir s'entraîner. T'as rien à faire. Oh putain. T'as accompli. Moi, quand je me suis allé me coucher après le marathon, j'ai eu un truc un peu comme ça, en mode. C'est ça. Ça y est. Quand même. T'es là. En plus, t'es pas fatigué. Enfin, t'es pas fatigué parce que t'as encore à l'adrénaline qui tourne et tout, tu vois. Boosté de tu pourrais. Ouais. Là, t'es encore au taquet, mais c'est ça, c'est un bruit assourdissant, tu vois. Et c'est un peu ce que je pourrais dire. Alors après, si on va un peu plus loin que juste cette émotion-là, parce qu'évidemment, t'es content, mais comme tu dis, t'es moins content que ce que tu aurais pensé être content. Et il y a... alors, j'aurais pas son nom, j'aurais juste son surnom, The Snake, qui est un combattant de boxe thaï, il me semble, français. Okay. Je suis pas sûr de son nom, donc c'est pour ça que je vais pas le donner. Qui disait dans une interview que quand il est devenu champion du monde, je vais le paraphraser, en fait, pendant toute sa préparation, il s'imaginait ce que ça allait être, etc. Et quand le lendemain, il a gagné son combat, et quand le lendemain, il se réveille et met la ceinture autour de sa taille, il se regarde dans le miroir, il se dit, mais en fait, je suis exactement le même qu'hier. Juste, j'ai une ceinture autour du cou, de la taille, mais mes compétences sont les mêmes qu'avant d'avoir commencé. Il n'y a pas une grande différence, en fait, en réalité. Et donc, avec le recul, mais c'est pas ce que tu te dis sur le moment, évidemment, mais c'est dans ces moments-là où tu te dis que le chemin est plus important que juste le fait d'avoir franchi. Parce que dans le temps, c'est pas le fait d'avoir franchi la ligne d'arrivée que tu vas garder. Ouais. Parce que sinon, t'es juste un vieux con. 70 ans, tu sais que moi j'ai fait 3 Ironman, tout le monde s'en fout, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu as vécu, ce que tu as appris, et ce que tu vas pouvoir transmettre soit directement, soit indirectement. Parce que, évidemment, quand tu as fait preuve de discipline pendant aussi longtemps, la manière dont tu regardes la vie, on va dire, entre guillemets, la manière dont tu vas t'adresser aux gens quand ils vont être dans des situations similaires, va pas être la même. Donc en fait,
c'est ce processus qui va faire que tu vas influencer directement ou indirectement les gens pour tendre vers ces valeurs-là. Moi, j'aurais tendance à dire pour qu'ils deviennent une meilleure personne. Ça, c'est... Après, peut-être que certaines personnes voudraient faire l'éloge de la médiocrité et diraient que c'est pas une bonne façon de penser, mais je pense que... On n'en est pas là aujourd'hui, en tout cas. Je pense qu'autour de cette table, ça devrait aller. Mais donc, t'as vraiment ce truc de te dire, ok, c'est quand même mieux d'avoir la médaille, parce qu'au final... Mais tu vois, là, ma dernière course, je l'ai ratée. Je pense que j'ai pris une insolation à mi-course, ce qui fait qu'au lieu de faire 9h, je fais 10h08. Tu vomis du sang, tu machin, t'es vraiment au bout de ta vie, tu vois. Ah oui, quand même. Et t'en retires quand même des choses. Tu vois, c'est raté. Alors tu l'as quand même fini parce que faut au bout d'un moment. Quand même. Voilà, il faut prendre les choses en main un petit peu, tu vois. Tu dis, je peux aller jusqu'à Hawaï pour aller faire une course et pour abandonner au milieu du truc, quoi. Au bout d'un moment, faut assumer un peu ses choix. Bah, malgré le fait que ça soit raté, j'en retirerais le fait d'avoir passé une année en mettant tout sur la table, en m'investissant vraiment, en me faisant mal à la gueule, en essayant de gérer quand même, parce que si tu fais ça de manière trop débile, t'as le pro, le perso, etc. qui s'en va. Et en fait, t'en retires énormément de gains de cette histoire. Et pourtant, l'issue est pas ouf, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus une blague qu'une belle histoire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, c'est sur ces choses-là où ça paraît très galvaudé de dire l'important c'est le chemin. Mais aujourd'hui, c'est à travers mes expériences, c'est ce sur quoi j'essaie de mettre le doigt. Tu vois, aujourd'hui, dans 20 ans, avoir raté Hawaï, ça restera une anecdote marrante. Mais le fait de pouvoir influencer positivement les gens autour de moi, de par l'investissement que j'ai mis dans ma préparation, ça restera 1000 fois plus fort. Tu vois. Alors après, la grosse médaille, elle est sur mon meuble. Bien sûr. Tu vois, tous les gens qui passent devant mon meuble, ils voient la médaille. Il n'y a pas de souci. Elle est posée. Et peut-être que inconsciemment, ça donne du poids à ce que je vais dire, forcément un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que les gens sont plus ouverts à dire, ah putain, il a fait les championnats du monde amateur Ironman, ok, très cool. Ils ont l'oreille plus attentive. Mais ça n'empêche pas que ton discours, il peut être n'importe lequel après. Mm-hmm. Mais ce que je trouve fort aussi, et pour revenir sur ce que tu as mentionné du point de vue du chemin et de la destination, tu dis que aussi tu vas influencer, tu es très content de pouvoir aussi influencer positivement autour de toi, mais quelque chose qui est peut-être sur lequel tu as touché un petit peu aussi, c'est à quel point toi tu es différent quand même. Alors peut-être pas entre la veille de la course et peut-être pas entre juste avant que tu reçoives la médaille et juste après qu'elle soit autour de ton cou, mais entre le début de l'aventure, de la préparation et la fin, quand tu le regardes dans une globalité, en comprenant peut-être le processus et la destination, on dira, là toi-même justement, tu en tires des choses qui sont peut-être plus difficiles à quantifier, à valoriser aussi socialement. Hein. C'est bien beau de dire, ok, j'ai gagné beaucoup de disciplines, mais c'est vrai que c'est moins flashy qu'une médaille. Mais ça vient rejoindre la vraie récompense du truc, parce que c'est là où justement il y a cette dualité dans le sens où ok, on va le faire parce que c'est stylé, parce que c'est flashy, parce qu'il y a la médaille, parce qu'on pourrait dire qu'on l'a fait, mais ce que tu as l'air de dire, c'est qu'au bout du compte, la médaille elle est cool, mais c'est réellement le fait de l'avoir fait, peu importe si je me suis pété la gueule en cours de route, si j'ai vomi du sang ou pas, qui a été la récompense peut-être. Depuis que tu as ta médaille, qu'est-ce que tu en as fait ? Est-ce qu'elle t'a permis d'acquérir quelque chose depuis que tu l'as échangé, je sais pas, tu l'as vendu ? Pas vraiment. Non. Voilà. C'est un symbole, c'est un rappel de ce que j'ai fait. Alors après, toi, c'est différent parce que moi, je pense avoir acquis, développé, on va dire, parce que je pense que j'ai acquis ma discipline par les arts martiaux, mais je l'ai développé et vraiment, je l'ai poussé à son extrême par le triathlon. Ce qui fait que moi, c'était pas le triathlon. Toi, tu l'avais déjà par le street workout, tu l'as juste remis à l'épreuve. Donc tu dis, est-ce que j'en suis encore capable de cette discipline ? Est-ce que je suis encore capable de me prouver que je suis capable de faire les choses, de les faire bien sur le long terme, parce que tu t'es pris en avance. Toi, c'était juste une remise à l'épreuve, on va dire, entre guillemets. Et oui, mais j'ai appris encore bien plus de trucs que bien ce sûr, que je pensais. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les qualités que tu as remis sur la table, c'est réutilisé. Voilà, c'est ça. En fait, c'est elle qui t'apporte au quotidien. Oui. Ta médaille. Oui, la médaille. Ça t'a juste rappelé que t'en étais capable.
Mais alors après, il faut pas aller dans l'extrême inverse où on peut dire que tout passe par la préparation, etc. Ouais. Au bout d'un moment, c'est bien de se dire, ok, là, il faut être capable de délivrer. C'est bien d'être récompensé aussi. C'est bien d'être récompensé, mais surtout, tu vois, tu as beaucoup de gens sinon qui sont que pas dans l'intellectualisation, mais si les gens écoutent mon discours, ils diraient, bah, je fais que m'entraîner. Si s'entraîner suffit, je vais que progresser, je vais que faire ça. Je pense que c'est intéressant de garder ce truc, de dire, ok, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut délivrer tout le travail, tu vois. C'est showtime. Ouais, c'est ça. On dévalorise les examens parce que peut-être que à travers les cours, c'est peut-être pas bien organisé et que ça sert pas de la bonne manière. Mais je pense que c'est important, à un moment, de faire face à soi-même, parce qu'en fait, tu forces jamais autant qu'en course. Quand tu es en course, c'est là où tu te donnes vraiment à 100% et où tu vois vraiment ce que tu as dans le ventre. Exact, c'est vrai. Et c'est là où tu vas vraiment au plus profond de toi-même. J'ai entendu quelqu'un qui disait c'est comme si tu avais une grotte et que en fait, la seule moyen une grotte intérieure. Et alors tu l'explorotes un petit peu à l'entraînement, mais le moment où tu vas vraiment aller dans les cavités les plus profondes, c'est le moment à l'entraînement. Moi, j'ai ce moment. Alors j'aime beaucoup les mangas. C'est le moment de la course, tu veux dire? Exactement. J'aime beaucoup les mangas et pour ceux qui regardent Bleach, t'as un moment où il est dans une sorte d'introspection, mais il y a un lui-même en négatif en lui. C'est lui il est blanc, l'autre il est noir, et il y a cette rivalité opposée. Bah tu vois, pour moi, quand je suis sur une course, j'ai l'impression d'être dans ça. T'es en introspection. Et au bout d'un moment, tu descends tellement profond que tu vois ce mec. Et dis maintenant, on va se battre. Maintenant, on va se battre et c'est maintenant que ça se joue. Et le seul moment où tu l'as vraiment, c'est en course. Ouais. À l'entraînement, tu l'as pas. Donc, c'est important de mon point de vue de garder ce truc-là et de réussir à avoir le courage de tout mettre en jeu sur un jour. Il faut être discipliné pour s'entraîner, il faut être courageux pour aller faire une course. C'est vraiment une aventure très complète parce que les deux se complètent au final, tu vois. C'est ce que tu as l'air de dire, c'est que toute la prépa a aussi du sens et de l'intérêt parce qu'il y a ce jour J qui, en plus, en tant que tel, après cette prépa, va te faire justement aller encore plus profondément, aller chercher ce mec tout au fond de toi que tu ne peux pas trouver autrement et qui ne serait pas là si tu n'avais pas non plus fait tout le chemin pour y arriver. Ok, on a dû ce petit souci technique, manque d'organisation de ma part, malheureusement la mémoire a max out, donc on a dû faire un petit changement express de micro, mais on repart tout de suite pour la suite et fin de cet épisode. On était donc en train de parler de l'importance autant de la préparation que de l'épreuve ultime. Et pour reprendre sur un argument de plus, pour dire que concrétiser tout le chemin est important, je pense que toi tu l'as vécu sur ton marathon. Est-ce qu'il y a une séance dans ton entraînement où tu as autant forcé que le jour J ? Après, j'ai l'impression que tu avais volé le jour J. Donc c'est vrai que peut-être que t'es pas le bon exemple. Non, j'ai pas volé le jour J. Non, j'ai jamais eu l'impression d'avoir autant forcé que le jour J. Parce que je me suis dit... J'ai eu quelques séances, ça j'en ai parlé avec ma copine quand j'ai reflété un peu sur l'ensemble. Il y a quelques séances qui m'ont particulièrement marqué dans cette prépa comme étant les plus intenses. Alors c'était d'un point de vue mental et d'un point de vue physique, tu vois. J'ai l'impression que là où je me suis poussé le plus mentalement, c'était parfois un jour j'avais fait un truc en Pologne dans le froid, on avait escaladé une montagne pendant toute la journée et le soir je suis allé sur le tapis de course pour faire ma séance d'intervalle et j'ai eu envie de mourir tellement j'étais fatigué et tellement c'était dur ces intervalles à allure semi-marathon. Et il y a eu les 5 km où là vraiment j'étais au bout de ma vie, mais heureusement ça durait 20 minutes. Et il y a eu l'effort du marathon qui était incroyable parce que c'était 3 heures, plus de 3h30 de suite à y aller. Mais non, c'était particulièrement prenant ce jour-là, encore plus en cassant la barrière de j'avais jamais couru plus que 28 km ou 2h30 de suite. Donc c'était je mets un pied dans l'inconnu, littéralement. C'est ok, j'étais déjà descendu jusqu'à ce point-là dans la grotte. Par contre, en fait, il y a encore un escalier qui descend. C'est tout noir, je sais pas ce qui m'attend dedans, mais j'avais jamais mis les pieds là-dedans. C'est ça. C'est intéressant cette histoire de dire que en fait on peut se faire aussi mal que pendant la course. Et puis d'ailleurs, quand tu as l'impression de ne pas pouvoir en faire plus en course, à l'entraînement, très souvent tu peux en faire plus, mais c'est juste avec le contexte, l'ambiance, le jour que tu as vécu, ta charge mentale, tout ce que tu veux. En fait, ton corps te limite à pas pouvoir en faire plus. Et justement, la course, c'est le moment où tu n'as plus aucune limite. Et il faut justement accepter ce fait. Ça peut faire un peu peur, on peut
parfois on se laisse pas abandonner, quoi. On a envie de garder le jour J. Exactement. C'est justement là où on donne le maximum. Et une créatrice de contenu qui est très connue dans le triathlon et qui a d'ailleurs participé très sûrement à ce que je disais au tout départ, là, à laisser des petits indices. Qui t'ont inspiré aussi. C'est ça, Marine Leleu, à l'époque était l'une des seules créatrices triathlon sur YouTube. Elle disait quand elle a fait l'enduroman, alors l'enduroman c'est relier Londres à Paris. Donc tu cours de Londres jusqu'à la côte, tu traverses la Manche à la nage et tu roules de la côte française jusqu'à Paris. Donc c'est beaucoup plus grand que... Autant dire que ça prend un bout de temps, ouais, exactement. Quelle horreur. Bah, tu vois, elle disait, je vais la paraphraser, genre, si j'ai envie de retrouver cette sensation de difficulté, si j'ai envie de aller aussi profond en moi-même et dans la douleur, je n'aurais pas d'autre choix que de refaire en fait l'enduroman ou quelque chose d'équivalent. Et je trouve que c'est fort parce que en fait tu peux à partir de là passer toute ta vie à ne pas refaire quelque chose d'aussi difficile. Quand je fais là mon Ironman à Hawaï en octobre, que je chope une insolation à la mi-course et que s'ensuit un chemin de croix de 6 heures, bah tu vois, je suis allé tellement profond au fond de moi-même en termes de douleur et de plein de choses. À partir de maintenant, je peux repasser toute ma vie sans avoir aussi mal, entre guillemets, sans à jamais réatteindre ce fond de la grotte. Exactement. Et donc, si j'ai envie de un jour reconnecter avec ça, il faut que je fasse soit un Ironman ou quelque chose d'équivalent. Et c'est le genre de choses où, justement, c'est bien connu, et je pense que tu l'as vécu aussi, le phénomène de « Ok, t'as fait un marathon, ok, à quand l'Ironman, à quand le truc de plus ?» Est-ce que si on parle de l'après-Ironman, alors toi t'en as fait 3, donc il faut quand même croire que le premier t'a donné envie de redescendre dans les très, très fonds de toi-même. Comment est-ce que tu vis l'après une expérience pareille par rapport à ce sentiment de... Comment est-ce que toi tu vis, tu vois la relation avec le fait de « Ok, en fait, ça y est, dans ma vie, j'irai jamais plus profond que ça. Et je suis en paix avec ça. » Est-ce que c'est facile d'être en paix avec ça? Est-ce que c'est un peu ce genre de choses qui te donnent envie d'en faire plus? Est-ce que tu as pu réfléchir là-dessus? La course à l'escalade, c'est vraiment quelque chose dans les sports d'endurance qu'il faut prendre un peu avec des pincettes et qui est très courant. Ouais. Comme tu dis, c'est le premier truc qu'on te dit. Est-ce que tu as envie de faire plus long? Est-ce que tu as envie de faire plus? Quand l'ultramarathon. C'est ça. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai fait mon premier Ironman, j'en ai pas refait un pour me dire « Ah, j'ai envie de ressouffrir autant. » C'est juste que je me suis réentraîné, j'ai reprogressé à nouveau et j'ai eu envie de remettre un peu mon courage en jeu en me disant « Ok, je suis sûr de moi, j'ai progressé. Le seul moyen d'être vraiment sûr si j'ai progressé ou non, même si j'ai 1 milliard d'indices à l'entraînement qui me le montrent tous les jours, c'est d'y retourner. C'est de retourner sur une course et c'est de se remettre en jeu, en fait. Le test, en fait. Exactement. Parce qu'on aura beau dire tout ce qu'on veut. Tu vois, par exemple, j'ai jamais couru de 10 km à sec. J'aurais beau t'expliquer par A plus B que tous les chiffres à l'entraînement pendant ma préparation disaient que potentiellement je pouvais le courir entre 34 et 33 minutes. Ouais. Je l'ai pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de passer à l'épreuve du feu parce que c'est trop facile de s'octroyer tous les bénéfices d'un truc qu'on n'aurait pas fait et que potentiellement on était capable. Il y a plein de gens qui sont potentiellement capables de faire plein de trucs. Oui. Surtout si on les écoute c'est exactement. Le dire. Donc ce qui fait la différence entre ceux qui le disent et ceux qui en sont vraiment capables, c'est l'épreuve, quoi. C'est de le faire, exactement. Donc le deuxième, j'y suis retourné vraiment pour me prouver que j'avais progressé et pour prouver aux gens que c'était possible. Parce que tu pourrais dire, ce mec-là, il vaut 11 heures, toute sa vie, il vaudra 11 heures. C'est pas vrai que le travail est capable de machin, il progressera jamais. Donc c'était aussi un moyen pour moi de faire passer un message. De dire, si vous êtes capable de progresser, regardez, j'étais à 11 heures, combien je suis capable de faire? Je passe sous les 9 heures. Cette course m'a qualifié pour les championnats du monde amateur. Et du coup, j'ai refait ce troisième, où là, c'est une course mythique, c'est là où tout a commencé. Ah ouais. C'est, voilà, vraiment, on peut dire plein de choses, etc. Il y a vraiment un aspect mythique, traditionnel. Et je pense que c'est bien de garder un peu ces images fortes dans les sports, qui donnent des rêves aux gens, en fait. Très sincèrement. Parce que dès que tu commences l'Ironman, dès que tu en as fait un premier,
tu vois les gens à Hawaï, c'est vraiment un truc, c'est Hawaï. C'est-à-dire que l'île de Kona, son Ironman, c'est vraiment quelque chose de mythique. Et c'est bien de donner ces petits rêves qui sont difficiles à aller chercher. C'est comme ça qu'on construit des champions aussi, j'ai envie de dire. Où les champions ont souvent ce genre de symboles, ce genre de rêves, ce genre d'idéaux qui... médaille olympique. Tu vois, souvent, c'est souvent, c'est quelque chose que je me dis, ça. C'est vrai. Tu vois, aujourd'hui, on aimerait faire en sorte que tout soit facile, que tu donnes tout à tout le monde, et puis que machin. On a un peu de mal à comprendre qu'il y a des choses qui sont difficiles à avoir, et le fait de les avoir, c'est pas une fin en soi, mais c'est-à-dire qu'on a été capable de faire ce qui est difficile. En fait, c'est ça, c'est quand tu fais un marathon, faire ton marathon, on s'en fout. Ce que ça dit, c'est j'ai été capable de m'entraîner dur, d'être assidu pendant longtemps. C'est tout ce que ça découle que les gens trouvent stylé. C'est vrai. Entre guillemets. Et soi-même qu'on trouve stylé au bout du compte aussi. C'est ça. Et tu vois, moi, c'est souvent ce que je me dis, genre, la médaille olympique, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais avoir. Tu vois, il y a des gens, tu pourrais leur dire, j'en sais rien, tu vas devenir millionnaire, potentiellement, tout le monde peut devenir millionnaire. Alors, évidemment, j'exagère, mais il y a un truc dont je suis persuadé, c'est que je ne pourrais jamais avoir une médaille olympique. Pareil. Tu vois le poids du truc, c'est quelque chose qui est dur, de dire que tu en es incapable. T'auras beau me dire A plus B que, en fait, ça va le faire. Ah, si. Bientôt, ils me donneront des médailles aux 1000 premiers, là, on pourra avoir une chance, etc. Je pense que si on en écoutait certains, ça serait ce vers quoi on tendrait, mais oui, c'est pour ça que je dis il faut garder ces symboles. Et donc, personnellement, moi, cette course au toujours plus, elle s'est terminée parce que c'est vraiment c'est une narration. Tu vois. C'était un chemin particulier, et là, la seule chose que je pourrais faire, c'est vouloir prendre ma revanche sur l'île, que ça se passe bien, c'est la seule étape supplémentaire. Après, moi, je suis assez en paix. Peut-être que dans 10-15 ans, j'aurais plus que ça à faire, et pourquoi pas, mais je pense que la vie me réserve d'autres choses. Après, sinon, c'est juste faire autre chose. Au lieu de faire plus long, juste comme toi. C'est-à-dire que tu pourrais toujours faire plus. Ah, je fais un handstand sur une main et machin, est-ce que je suis capable de le faire sur un doigt, ou est-ce que juste tu te mets à la course à pied? Ça que je trouve ça magnifique, justement, c'est d'être capable de savoir ce qui est suffisant. Et ça peut être dans beaucoup de choses dans la vie, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau de tes performances dans certains sports, moi, je trouve ça admirable, justement, si toi, t'as fait ton arc, ta trilogie, et tu te dis, bah ok, maintenant, j'ai aussi envie de faire d'autres choses, et je suis en paix avec le fait que ça soit pas non plus réducteur dans ton esprit de te dire, tu l'as dit avant, tu sais, t'as dit cette phrase que j'ai trouvée assez forte, qui dit, toi, tu vaux 11 heures. Moi, je vais valoir 11 heures toute ma vie. Et là, t'es venu, c'était important pour toi, et tu l'as pas fait pour les autres. Premièrement, de venir faire mieux pour voir si tu étais capable de progresser. Et gros bonus de fou, t'as montré à tout le monde que c'est capable de progresser et t'en as motivé plein. Mais à un moment donné, tu t'es dit, ok, moi, je suis content. Et du coup, on sait jamais, il y a toujours le spin-off de l'arc narratif ou la revanche de Hawaï, comme tu l'as dit. On sait jamais. Et c'est beau d'avoir certains... Est-ce que ça reste toujours douloureux, tu rates quelque chose, tu peux pas dire non, je m'en fous, tu vois, ça serait mentir. Évidemment. Forcément, au fond de toi, ça saoule, tu vois. Et c'est pour ça que tu le fais. Si c'était garanti, ça n'aurait pas cette valeur. Ça c'est difficile à comprendre, que rien n'est garanti. Philippe Lucas, l'entraîneur de natation, alors peu connu pour Manodou, mais pour plein d'autres entre-temps, ce qu'il dit, si tu fais pas les choses, t'es sûr que t'auras rien. Si tu fais les choses, peut-être que tu l'auras. Mais c'est pas la garantie, quoi. La seule garantie, c'est que tu l'auras pas si tu le fais pas. Ah, ça, c'est la seule garantie que tu peux avoir. Exactement. Et toi, maintenant, tu te rediriges dans quoi? C'est quoi ton avenir proche, sportif, on dirait? Il me semble que j'ai cru comprendre que niveau muscu, on était reparti un petit coup. Est-ce que tu as des objectifs, des choses, ou est-ce que tu es dans une période de transition où tu testes un peu? Je vais réutiliser quelque chose que tu as dit tout à l'heure, juste pour remettre un peu de contexte. Sur la course à l'escalade, et tu vas voir, ça va répondre à ta question ensuite. Pourquoi est-ce que les gens veulent une escalade? Pourquoi est-ce que les gens sont poussés à une escalade? C'est parce que le but, c'est de prouver, je pense profondément, et c'est toi qui m'y as fait penser tout à l'heure, genre que tu remets en jeu ton assiduité, ta discipline, etc. Okay, c'est ça qui est en jeu. Si tu restes dans le même sport, en fait, comme tu ne progresses pas à ressources égales, t'as envie d'aller sur autre chose. Et souvent, c'est plus.
Parce que justement, bah, tu peux pas faire plus et donc t'es obligé de faire plus long, t'es obligé de t'entraîner plus, t'es obligé de machin, parce que c'est le seul moyen que t'as dans ce sport de pouvoir te prouver que ta discipline te fait progresser, que ta rigueur te fait progresser, que machin, tu vois. Parce que si tu gardes la même discipline et une rigueur mais que tu fais pas plus, bah, en fait, t'as plus de preuves au quotidien que ça fonctionne. Tu vois, c'est ça, en fait, là. Donc, la solution, l'échappatoire, c'est de faire autre chose. Personnellement, ouais, je me remets à la muscu, mais vraiment juste dans le but, genre d'être fort en général. Quand j'ai fini ma préparation Ironman, je me suis senti vraiment, faible physiquement. Bah, je comprends que quand tu cours tout ça et que tu fais tout cet entraînement, je suppose qu'au niveau masse musculaire et poids, et ouais, bah ça se voyait avec ton gabarit, ça se voyait sur les vidéos, mais vraiment là, c'est quelque chose de vraiment très instinctif de me dire, voilà, sur des questions très basiques, je pense que, par exemple, j'étais plus capable de me défendre. Enfin, vraiment une question de force pure, vraiment très primaire de je me sens en danger, quoi. Donc, j'ai repris ça, et puis même d'un point de vue santé, là, être fort, c'est sûrement l'un des leviers de santé les plus puissants qu'on a à notre disposition. Et sinon, alors je peux pas trop en dire parce qu'il y a des petits projets pour les années suivantes, évidemment. Mais en tout cas, je vais rester dans le monde de l'endurance. Okay. Je me mets en porte-à-faux avec. T'as beaucoup de ce qu'on appelle les athlètes hybrides chez les Anglais, chez les Britanniques, chez les Américains. Ouais. Mais c'est toujours, ils sont beaucoup plus forts qu'ils sont endurants. J'ai toujours envie de dire, ok, c'est quand même bien d'être très fort en endurance et d'avoir la force en support. Donc c'est un peu le projet que j'ai. D'accord. On va dire ça comme ça. Ça veut dire que, imaginons, je cours, c'est pas pour te... si je cours demain 40 minutes aux 10 km, alors qu'un jour dans ma vie j'étais capable de le courir en moins de 34, ça va pas me suffire. D'accord. Donc, mais ça demande moins de temps. Ça c'est l'avantage. Maintenant, je sais quel temps demande chaque projet. Donc je vais me fixer sur des projets qui me demandent moins de temps que 28 heures semaine. Oui, je comprends. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choix. Donc tu veux cultiver un peu une approche un peu plus hybride. C'est ça. Entre endurance et force typiquement. Exactement, mais vraiment majoritairement endurance. Donc là, à la fin d'année, on va se lancer sur des distances que je n'ai jamais fait pour justement mettre un chrono, un 5 km, un 10 km. C'est stylé ça, c'est genre plein de petits... peut-être qu'on se retrouvera sur une course. Hein. Oui, peut-être que je pourrais peut-être tu pourras m'attendre à l'arrivée sur une course. Ah putain, mais en tout cas, c'est très inspirant. Moi, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Il y a évidemment des gens qui écoutent, qui pour eux, ils ont toujours fait un sport d'endurance et tout. Moi, je suis très admiratif de encore plus maintenant que j'y ai à peine goûté, parce que moi, j'ai l'impression, tu vois, ok, ça fait 6 mois que je cours, bon, c'est rien par rapport à ce que tu as fait. Mais, tout le monde a commencé avec 6 mois. Exactement. Et je trouve ça impressionnant et admirable et très motivant. Moi, c'est avec ce genre de rencontres et ce genre de discussions, et comme tu l'as dit, ce genre de modèle, que je me dis, ah ouais, putain, vas-y, en fait, ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool. Tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, je me dis, ça a l'air trop cool. Alors je m'inscris pas là tout de suite, je me dis, on sait jamais, on se ferme pas de porte exactement comme toi, mon arc narratif dans l'endurance, je pense pas que ce soit terminé, peut-être un marathon une fois encore, mais c'était vraiment très très stylé, donc merci énormément Tristan d'être venu partager un peu toutes tes perles de... avec plaisir. Sagesse. Ouais, si je devais juste dire un dernier petit truc, c'est juste vis-à-vis de l'endurance. Alors moi, ça m'a apporté énormément. J'espère que j'ai réussi à le transmettre aujourd'hui. Tout ce que ça m'a apporté. Je suis un homme infiniment différent aujourd'hui que ce que j'étais il y a 7 ans. Et comme tu le dis, alors à travers mes messages, j'essaie de le transmettre, mais j'espère que chacun, à travers l'endurance ou non, pourra un jour vivre une expérience aussi prenante et riche en apprentissage. Donc voilà. Comme ça, peut-être ça va vous pousser à courir ou à nager, rouler. Et ça ne dépend que de chacun de le faire. Si je retiens bien le message personne ne vous y obligera, ça pour le coup. L'épisode, c'est que si tu veux pas le faire, il n'y a pas de souci. Si tu veux, tu devrais pouvoir en tout cas commencer. Et puis, ça ne dépend que de toi. Qui que vous soyez, vous allez vous placer sur le spectre. Et à partir de là, ça peut que aller vers le mieux. Ouais, je vais mettre en description évidemment tous les réseaux de Tristan, donc sa chaîne YouTube notamment, les podcasts, la plateforme Campus Coach que je recommande énormément pour la course à pied, en utilisant le code EricFlack bien sûr, parce que pourquoi pas avoir un mois gratuit, hein. Y a pas de petits profits.
Je recommande chaudement à tous ceux qui sont intéressés par ce type de contenu et qui ont envie d'en apprendre plus sur Tristan et ce qu'il fait, d'aller voir ses vidéos. Toutes ses premières vidéos d'Ironman sont toujours sur sa chaîne. Ouais. Elles sont vieilles de 6 ans. Il y a la première, il y a celle de Ironman, il y a celle du troisième Ironman. Bref, il y a de quoi continuer à creuser un petit peu tout ça. Tout est là. Et puis, ouais. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur Spotify, à vous abonner partout, sur YouTube, sur Spotify. Ça fait très plaisir si... J'ai vu que tu as pas mal de notes sur Spotify. J'essaye. Pas assez à me passer, je pense, par rapport au nombre d'auditeurs. Pas assez? Bah ouais, Ah pas bah non, assez. on n'en a jamais assez Jamais des notes, assez. putain, on n'a jamais assez. Mais ce serait très stylé si voilà, les gens ont envie de mettre, évidemment, on est très content, comme tu l'as dit. Les petites 5 étoiles, c'est des petites médailles. Je le fais pas exactement pour ça. Par contre, je suis content d'avoir C'est l'équivalent d'un 5 de merci. moyenne, tu vois. Exactement. Ça fait plaisir. En plus, c'est gratuit. Donc merci encore à toi, Tristan, pour tout ça. Puis je te propose qu'on aille Merci beaucoup, Yannick. manger un petit truc pas loin parce que ça commence Oui. à creuser. J'ai pas pris de goûter. Très bien. Merci encore. À très bientôt. Bye.